Merci à toutes et tous d'être là ce soir, en présentiel et en ligne. Donc, ce soir, on a le plaisir d'accueillir Tigran Yeyavian, qui est donc doctorant en histoire, professeur à la Schiller University. Tu es membre du comité de rédaction de la revue Conflit. Et après avoir étudié la question turkmène en Irak, la question des minorités en Syrie, au Liban, tu t'es tourné vers le journalisme spécialisé et tu as entre autres publié, alors je vais te citer les deux derniers, Minorités d'Orient, les oubliés de l'histoire aux éditions du Rocher en 2019 et Géopolitique de l'Arménie, édition Biblio au Monde en 2022. Moi, je me dis, c'est 22. Bayram Malsi, donc chercheur aux séries Sciences Po. Tu as été aussi, entre autres, en poste à Istanbul, Bakou, Tachkent, pour travailler sur les liens entre la Turquie et l'espace post-soviétique. De 2006 à 2010, tu as dirigé l'Institut français d'études sur l'Asie centrale à Tachkent. De décembre 2012 à septembre 2014, chercheur invité à la Carnegie Endowment for International Peace à Washington. Et entre 2017 et 2022, chercheur et directeur à l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul. Et parmi donc, tes ouvrages, Renouveau de l'islam en Asie centrale et dans le Caucase, aux éditions du CNRS en 2017. Voilà. Donc, le sujet brûlant d'actualité, mais on va revenir un peu en arrière sur le Haut-Karabakh, qui passe parfois un peu inaperçu dans les médias, malheureusement. Et j'aimerais bien, Tigran, si tu veux bien, que tu nous fasses un rappel de l'histoire. Alors, rappel bref, parce que c'est une longue histoire, pour situer le Haut-Karabakh et qui nous permettra aussi de comprendre pourquoi il y a eu cette guerre. Alors déjà 2020 quand même, et puis 2023, et ce nettoyage ethnique. Merci. Parole est à lire et mots. Je salue les têtes connues, les visages amis. Merci de nous avoir donné cette occasion pour faire un peu de pédagogie. On en a bien besoin. Car pour ma part, je ne m'inscris pas vraiment dans la ligne défendue par la rédaction de Valeurs Actuelles ou de SOS Chrétiens d'Orient qui présente le conflit du Haut-Karabakh comme un conflit religieux entre des Arméniens chrétiens, des Azéris musulmans. Moi, je suis plutôt partisan de l'hypothèse d'un conflit colonial, voire post-colonial. Hein, on parle vraiment de deux concepts antagonistes en droit international, l'intégrité territoriale défendue par l'Azerbaïdjan versus le droit à l'autodétermination des peuples, ou plus simplement le droit à la vie du point de vue arménien. Concrètement, le Haut-Karabakh, l'Artsakh en arménien, c'est un des berceaux de la civilisation arménienne. C'est une région qui a une vraie particularité, notamment par son relief, un relief montagneux qui l'oppose par son relief montagneux qui en fait nous montre qu'il y a eu une permanence d'une population majoritairement arménienne en opposition au Bas-Karabakh. Donc c'est le territoire que vous voyez à droite, qui fait à peu près 4400 km², donc c'est à peu près le département du Rhône, c'est pas très grand, mais c'est surchargé de symboles, car c'est dans ce territoire que vous découvrirez les principaux joyaux du patrimoine architectural arménien. Donc la présence arménienne, elle est avérée depuis au moins le 1er siècle avant Jésus-Christ, parce qu'une des capitales de l'Arménie à l'époque du roi Tigran II se situait donc dans le Haut-Karabakh. Donc on va pas parler du génocide de 1915 qui s'est déroulé dans l'Empire ottoman, mais juste comprendre qu'il y a plusieurs Arménies. Il y a l'Arménie occidentale, qui est l'Arménie ottomane, qui a été rayée de la carte avec le génocide de 15, et puis il y a l'Arménie orientale, donc qui se situe dans l'ancien empire perse, qui est passé sous le contrôle de l'empire russe à mesure que la Russie s'étendait vers les mers chaudes, vers l'Iran, et donc le Karabakh a été intégré donc à cet empire russe, et les Arméniens, comme les Tatars à l'époque, on les appelait pas les Azéris, elles faisaient partie donc de cette montagne, cette mosaïque caucasienne. Et lorsque la Première Guerre mondiale éclate, l'Empire russe bat en retraite, car en 1917 se déroule une révolution bolchevique qui va donc provoquer un vide sécuritaire. Ça veut dire qu'il y a un retrait du pouvoir impérial russe, et les principaux peuples donc de la région, c'est-à-dire les Géorgiens, les Arméniens, et ce qu'on appellera les Azéris, les Azerbaïdjanais, vont créer une fédération qui va durer 3 mois, fédération de Transcaucasie qui va voler en éclats du fait de l'incompatibilité des intérêts de ces 3 peuples. Les Azéris regardent plutôt vers la Turquie ottomane, c'est encore l'Empire ottoman qui existe. Les Géorgiens sont plutôt germanophiles et les Arméniens plutôt francophiles, voire américanophiles. 1918,
En mai 18, la Géorgie déclare son indépendance, l'Azerbaïdjan fait de même, l'Arménie aussi, et on se retrouve avec des litiges frontaliers, des conflits frontaliers, car il est très difficile de faire superposer l'ethnie sur la géographie, compte tenu que ce sont des populations qui sont entremêlées. Il y a eu des conflits par le passé déjà entre Arméniens et Tatars en 1905-6 qui montrent à quel point il était compliqué d'homogénéiser ces territoires. Donc l'Azerbaïdjan a des revendications sur plusieurs régions, notamment le sud de l'Arménie que vous voyez ici, à l'ouest cette région qui s'appelle le Nakhitchevan, où il y avait à peu près 50-51% d'Arméniens en 1918. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez des litiges frontaliers très importants entre Azéris et Arméniens, et aussi entre Arméniens et Géorgiens. Et donc nous arrivons à la fin de cette courte parenthèse d'indépendance, puisque l'Azerbaïdjan et la Géorgie vont être soviétisés progressivement, mais dans des contextes extrêmement particuliers. L'Arménie va être la dernière à être soviétisée, donc en novembre 1920, du fait de la guerre que mène la Turquie nationaliste de Mustafa Kemal contre l'Arménie, qui va perdre des territoires très importants. Donc toute la partie que vous voyez, le mont Ararat, Kars, donc juste à côté, donc là à l'ouest de l'Arménie, vont passer sous le contrôle de la Turquie. Et la Russie bolchevique, à l'époque on ne disait pas vraiment Union soviétique, arrive non pas pour libérer l'Arménie, mais pour la soviétiser et pour se partager, entre guillemets, cette proie avec la Turquie kémaliste, qui offre un avantage pour la Russie, c'est qu'elle n'a pas encore choisi son camp. Elle appartient au camp des puissances anti-impérialistes. Et pour la Russie bolchevique, c'est important de ne ménager ce soutien, cet atout géopolitique. Et pour ce faire, nous allons assister à un redécoupage frontalier aussi dans le Caucase. Donc, les bolcheviks et les Turcs s'accordent pour que le territoire du Nakhitchevan passe sous la souveraineté de l'Azerbaïdjan soviétique, avec un statut de république autonome, avec la protection de la Turquie qui se trouve garante, et une petite frontière qui va passer, qui fait 9 kilomètres entre le Nakhitchevan et la Turquie. Le Haut-Karabakh aussi, par décision du comité du conseil bolchevique aux nationalités, du bureau du Caucase aux nationalités, va passer en 21, donc à une très courte majorité, sous la souveraineté de l'Azerbaïdjan, mais avec un statut de région autonome. Donc dès lors, on se retrouve avec une situation inextricable où 94% de la population du Haut-Karabakh est arménienne, mais contre son gré va se retrouver intégrée à l'Azerbaïdjan soviétique. La population arménienne du Nakhitchevan va se vider progressivement de ces Arméniens, donc en quelques décennies, il n'y a pratiquement plus d'Arméniens. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça s'est passé. Donc le Haut-Karabakh va subir un double joug, un joug veut dire soviétique et azerbaïdjanais, puisque l'Azerbaïdjan va tenter de désarméniser progressivement cette région pour donc en finir avec la présence arménienne. Mais ce qui est important, c'est que une population arménienne va demeurer majoritaire tout au long donc de la période soviétique. Donc nous en arrivons à la fin des années 80. En Union soviétique, il y a une nouvelle donne, un nouveau contexte qui est celui de la perestroïka, la glasnost, voulue par le premier secrétaire du parti, Mikhail Gorbatchev. Donc ici, vous avez un aperçu de la composition ethnique de la région. Et Gorbatchev donc prône la perestroïka, et les Arméniens du Haut-Karabakh voient dans cette perestroïka un test. Est-ce qu'ils sont capables d'être entendus dans leur demande d'autodétermination, parce que tout au long des décennies précédentes, ils avaient demandé à rejoindre l'Arménie soviétique par voie légale, comme la Crimée était passée sous le contrôle de l'Ukraine soviétique. Et voilà, là ici, c'est intéressant. Regardez cette carte, elle date des années 20, 1926. Elle vous montre aussi à quel point, à l'époque soviétique, les frontières bougent, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas fixées. Dans les années 20, il y avait encore une continuité territoriale entre l'Arménie soviétique et la région autonome du Haut-Karabakh, et nous avons assisté à des grignotages territoriaux progressifs qui se sont opérés au détriment de l'Arménie soviétique pour plusieurs motivations. Donc, ce que j'appelle le printemps arménien, 1988, c'est effectivement un formidable mouvement populaire de masse qui s'opère autour de la question du rattachement du Haut-Karabakh à l'Arménie soviétique par voie constitutionnelle. En février 88, le Parlement régional du Soviet suprême du Karabakh vote ce rattachement. L'Union soviétique s'y oppose, et nous assistons donc des deux côtés, en Arménie soviétique et en Azerbaïdjan soviétique, à un mouvement je dirais, de renouveau nationaliste exacerbé, et aussi de pogrom, puisque des massacres d'Arméniens ont lieu à Sumgait, qui est la banlieue de Bakou, en représailles, aussi en rétorsion,
on peut estimer que le pouvoir soviétique avait intérêt aussi à encourager ces massacres pour faire peur aux Arméniens et pour qu'ils taisent leurs revendications. Dès lors, on rentre dans une première phase du conflit qui commence à la faveur de l'implosion de l'Union soviétique. Entre 88 et 91, il y avait une guérilla arménienne au Karabakh qui se défendait contre l'armée rouge, mais en 91, c'est l'implosion de l'Union soviétique. Donc, c'est-à-dire que toutes les républiques fédérées de l'URSS proclament progressivement leur indépendance. En août 91, l'Azerbaïdjan proclame son indépendance et au nom donc de l'intégrité territoriale de l'héritage des frontières soviétiques, entend anéantir l'autonomie du Haut-Karabakh, un peu comme ce qu'a fait la Géorgie avec l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. C'est à peu près la même conjoncture. Et donc, les Arméniens du Haut-Karabakh qui n'ont pas réussi à obtenir gain de cause déclarent leur indépendance le 2 septembre, donc non pas vis-à-vis de Bakou, mais vis-à-vis de Moscou, comme l'entend la constitution soviétique. L'Union soviétique existe toujours jusqu'en décembre, et l'Arménie, elle aussi, déclare son indépendance en 91, en septembre, sauf que la guerre prend un nouveau degré de violence, puisque l'armée azerbaïdjanaise entend en finir avec cette rébellion, de ce mouvement indépendantiste arménien du Haut-Karabakh. La République d'Arménie soutient le Haut-Karabakh, je dirais par voie indirecte. Pourquoi? Un, elle ne déclare pas la guerre à l'Azerbaïdjan. Deux, elle ne reconnaît pas l'indépendance du Haut-Karabakh. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas paraître comme un État belligérant. Elle ne veut pas paraître comme un État qui va agresser son voisin et annexer des territoires qui sont reconnus en droit international comme faisant partie de l'Azerbaïdjan. Pensons un petit peu au scénario Chypre Nord-Turquie. 1974, l'armée turque envoie donc des militaires en Chypre Nord, envahit donc 37,8% de Chypre. C'est un peu le même scénario. L'Arménie ne voulait pas être dans cette situation. 1994, on arrive à un cessez-le-feu. Pas un accord de paix, mais un cessez-le-feu qui met un terme aux hostilités. Les Arméniens du Haut-Karabakh ont eu l'avantage sur le terrain. Non seulement ils ont récupéré à peu près 90% de l'ancien oblast, l'ancienne région autonome, mais ils ont conquis des territoires adjacents pour constituer une zone une profondeur stratégique et une ceinture de sécurité. Sauf qu'elle se fait au détriment des populations azerbaïdjanaises. Vous avez des Azerbaïdjanais, ce ne sont pas des Arméniens qui vivent autour de cette enclave. Il fallait défendre les Arméniens de Haut-Karabakh qui étaient bombardés par leurs voisins azerbaïdjanais, mais ce qui s'est passé a été une catastrophe pour l'Azerbaïdjan parce que vous avez 600 000 réfugiés azerbaïdjanais qui fuient l'avancée arménienne et vont nourrir un ressentiment arménophobe exacerbé. À l'inverse, vous avez d'autres mouvements de population, 400 000 à peu près Arméniens d'Azerbaïdjan qui fuient l'Azerbaïdjan et à peu près 100 000 Azerbaïdjanais qui fuient l'Arménie pour échapper à une vengeance de la partie arménienne. Alors, les Arméniens du Haut-Karabakh sont confortablement assis sur cette assiette territoriale élargie, parce que il faut comprendre que c'est un territoire qui est à peu près, je dirais, la surface du Liban, le Karabakh arménien plus ce qu'on appelle les 7 districts. Mais là où, je dirais, le péché originel des Arméniens commence en 94, c'est que ils ont manqué une opportunité historique de parvenir à une solution de paix négociée avec l'Azerbaïdjan. À l'époque, le pouvoir en Arménie, le président de la République d'Arménie était un pragmatique, M. Levon Ter-Petrosyan, et il avait compris deux choses. Il avait compris que la question du Haut-Karabakh ne pouvait pas être traitée comme un conflit interethnique ou territorial, mais un enjeu d'autodétermination d'une population, avec le soutien de l'Arménie. Deuxièmement, il avait compris que le statu quo ne serait pas tenable. Il ne serait pas tenable car l'Arménie était trop dépendante par son enclavement de la Russie. Qu'est-ce qui explique la victoire militaire des Arméniens de Karabakh? Bien sûr, la bravoure des Arméniens de Karabakh qui sont battus dans un rapport de force déséquilibré. Mais la Russie a joué un rôle important, puisque la Russie considérait à l'époque l'Arménie comme son principal allié dans le Caucase. La Géorgie était dans un état de chaos, c'était la guerre civile en Géorgie. L'Azerbaïdjan, à l'époque, avait un président qui était extrêmement pan-turquiste, Abulfaz El-Shibei, qui était plutôt russophobe. Et en 93, on assiste à un changement de pouvoir en Azerbaïdjan. Enfin, Bayram reviendra là-dessus. Et c'est l'ancien patron du KGB et l'ancien dirigeant de l'Azerbaïdjan soviétique, Haïdar Aliyev, qui reprend le pouvoir. Donc, 94, le conflit est gelé. Et 97, l'OSCE, donc l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe, propose un plan de règlement par étapes du conflit, mais sans donner de garantie que ce règlement va aboutir à une indépendance du Haut-Karabakh. Non.
c'est un plan complexe, étape par étape, que le président de la République d'Arménie, Levon Petrosyan, acquiesce, sauf que il se retrouve complètement en opposition, marginalisé par son aile, sa garde rapprochée, son ministre de la Défense, son Premier ministre, et il va être poussé à la démission. Donc début 98, démission en Arménie, alternance, et l'ancien président du Haut-Karabakh, qui entre-temps était devenu Premier ministre de l'Arménie, prend le pouvoir en Arménie, et progressivement, l'Arménie va, je dirais, concéder des pans de sa souveraineté à la Russie. Quand on parle de la question arménienne, en termes géopolitiques, il est très important de prendre en compte l'incompatibilité entre deux concepts, le concept de souveraineté et celui de sécurité. L'Arménie est tributaire de la Russie dans les années 90 pour sa sécurité, car la Russie déploie des troupes le long des gardes frontières, le long de la frontière avec la Turquie, et la Russie s'est posée un peu comme la protectrice de l'Arménie, puisque l'Arménie a maintenu une base importante russe. Donc c'était cette idée, cette hypothèse que tant que l'Arménie est russophile, elle ne craindra rien. Et les pouvoirs successifs, les régimes successifs qui se succèdent donc en Arménie à partir de 98 jusqu'en 2018 sont des dirigeants, je dirais, post-soviétiques, très marqués par le post-soviétisme, extrêmement corrompus, puisqu'ils ont mis en place un système oligarchique, et l'Arménie s'est considérablement affaiblie. Elle s'est affaiblie démographiquement, puisqu'elle a perdu 1 million de personnes du fait de l'immigration, pour différentes raisons, son enclavement, la guerre, la justice sociale, et militairement, puisqu'elle ne s'est pas modernisée. Elle a conservé un appareil militaire très marqué par le soviétisme. Entre-temps, l'Azerbaïdjan a progressivement consolidé son pouvoir. Alors, cette carte, elle est importante. Je l'ai empruntée sur un site azerbaïdjanais parce que elle vous montre comment l'Azerbaïdjan a été traumatisé par cette défaite militaire de 93-94 en termes de déplacement de population, de destruction de différents types de patrimoine. Ça vous permet de comprendre mieux le ressentiment qui a été entretenu par l'Azerbaïdjan tout au long des décennies 90. Donc pour l'Azerbaïdjan, le point de vue, c'est l'armée est l'État agresseur. L'Arménie occupe militairement l'Azerbaïdjan. Il faut décrédibiliser les autorités du Haut-Karabakh, qui sont considérées comme un État fantoche. Et donc, le groupe de Minsk de l'OSCE, qui est un groupe de contact coprésidé par 3 pays, la France, les États-Unis et la Russie, est censé arriver à un accord qui fait, je dirais, qui rapproche deux visions incompatibles. Je répète, intégrité territoriale versus autodétermination. 2016, l'Azerbaïdjan qui est considérablement renforcé par les fruits de sa rente pétrolière et gazière. L'Azerbaïdjan qui a mis en circulation en 2002 le fameux pipeline, le gazoduc, reliant Bakou au port turc de Ceyhan via Batoulia, la Géorgie, a réussi à engranger des ressources conséquentes en termes militaires, parce qu'elle se procure de l'armement de la Turquie, mais d'Israël aussi, on y reviendra plus tard. Israël qui est un allié stratégique très important pour l'Azerbaïdjan dans le cadre de sa guerre contre l'Iran, mais aussi le Pakistan qui est un allié précieux de l'Azerbaïdjan. Donc l'Azerbaïdjan a réussi un tour de force. Elle s'est renforcée militairement, démographiquement, puisque vous avez maintenant un rapport de 10 millions contre 3 millions, et politiquement, du fait aussi de ces différents leviers qu'elle obtient via sa politique de multi-alignement, qui rappelle un peu ce que fait l'Inde, c'est-à-dire que l'Azerbaïdjan officiellement n'appartient à aucune structure de défense, elle n'est pas dans l'OTAN, elle n'est pas dans l'OSTC, donc l'OTAN russe, contrairement à l'Arménie qui est membre de l'OTAN, mais elle tire profit du soutien de la Turquie, mais aussi d'une relation avec la Russie qui va devenir de plus en plus importante, et ça, les Arméniens ne l'ont pas vu passer. 2016, première guerre qui dure 4 jours. L'Azerbaïdjan attaque le Haut-Karabakh. Cette guerre dure 4 jours car Vladimir Poutine siffle la fin de la partie. À l'époque, il pouvait le faire parce qu'il était seul dans la région. Il n'y avait pas, je dirais, de challenger important. Mais dès lors, on se rend compte d'une chose importante. C'est le décalage abyssal du rapport de force. L'Azerbaïdjan a du matériel, des drones israéliens extrêmement performants et peuvent porter des coups très, très durs à l'adversaire. L'Arménie s'enfonce dans la corruption, dans l'autoritarisme. 2018, révolution Gelo. Un pouvoir pro-occidental prend donc les rênes du pays. C'est la société civile qui veut chasser les oligarques qui prennent le pouvoir. Et c'est la première fois que vous n'avez pas en Arménie de dirigeants issus du Haut-Karabakh. Ce sont les Arméniens d'Arménie qui sont pressés d'en finir avec ce conflit et qui veulent aplanir tous les différends avec l'Azerbaïdjan et repartir sur de nouvelles bases. Donc l'Azerbaïdjan
accueille plutôt d'un bon œil ce changement de pouvoir en se disant, pour une fois, c'est pas des Arméniens du Haut-Karabakh, mais très vite, les relations vont se tendre, du fait aussi je dirais, du manque de professionnalisme aussi de la diplomatie arménienne, non pas uniquement, mais surtout du changement de la donne géopolitique. Donc, vous avez vu que l'Arménie est enclavée, ça c'est important de prendre compte. Donc, nous arrivons à 2020. Vous avez un nouveau contexte géopolitique. Vous avez une coopération compétitive entre la Russie et la Turquie sur différents théâtres, que ce soit la Syrie et la Libye. On se rend compte progressivement que la Turquie veut aussi avoir voix au chapitre dans cette partie du Caucase où elle a des intérêts importants du fait de sa relation très étroite avec l'Azerbaïdjan. Et donc, en 2020, nous sommes dans un contexte de pandémie. L'Azerbaïdjan lance en septembre une guerre totale, donc tout le long de la ligne de démarcation, donc la ligne de front. Nous sommes quelques mois après des affrontements qui sont déroulés dans le nord de l'Arménie, où il y a eu un affrontement entre les deux armées qui s'est traduit par l'élimination de plusieurs hauts gradés de l'armée azerbaïdjanaise. Donc, vous avez à Bakou un mouvement extrêmement hostile à l'Arménie qui estime qu'il faut se venger contre cette entre guillemets humiliation. Des manœuvres entre l'armée turque et l'armée azerbaïdjanaise se déroulent dans le Nakhitchevan à l'été 2020. Le matériel est laissé sur place. Quelques semaines plus tard, on lit dans les médias turcs et azerbaïdjanais que l'Arménie prépare une guerre, qu'elle recrute des mercenaires kurdes de Syrie. Et le 21 septembre 2020, là, l'Azerbaïdjan lance une guerre qui va se dérouler tout au long du mois de septembre, d'octobre jusqu'au début novembre, qui va avoir des conséquences absolument calamiteuses pour l'Arménie, puisque elle va perdre 75%. Là, vous avez ici donc les affrontements. L'Arménie perd donc, enfin plutôt les Arméniens du Haut-Karabakh perdent 75% des territoires qu'ils contrôlaient, c'est-à-dire tous les territoires, les districts azerbaïdjanais, mais aussi les Azerbaïdjanais grâce à leur supériorité technologique, grâce aussi à la participation active de l'armée turque qui prend le contrôle de l'état-major de l'armée de l'air, mais aussi des forces spéciales en montagne, grâce au recrutement de milliers de mercenaires syriens d'Idlib et donc de l'armée nationale syrienne, les mêmes qui sont aujourd'hui dans le nord d'Alep. L'Azerbaïdjan réussit à percer le front dans le sud et remonter vers le nord. Dès lors, la situation est désespérée pour les Arméniens du Haut-Karabakh qui acceptent donc une solution négociée par Vladimir Poutine et qui se traduit par l'envoi d'une force d'interposition russe dans le Haut-Karabakh, 2000 hommes qui vont faire de ce qui reste du Karabakh moribond, c'est-à-dire un peu moins de 3000 km², un protectorat russe. Donc, qu'est-ce qui change? L'Arménie perd son statut de garant du Haut-Karabakh. Il n'y a plus d'équilibre en rapport de force, mais l'Azerbaïdjan estime qu'il n'a pas rempli ses objectifs. Il y avait plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'était anéantir toute autonomie du Haut-Karabakh, mais aussi avoir un corridor extraterritorial dans le sud de l'Arménie, à Maigri, vous voyez, c'est 42 km, on reviendra tout à l'heure. L'Azerbaïdjan poursuit donc des incursions en territoire arménien pour faire plier l'Arménie, pour forcer l'Arménie à renoncer toute autodétermination et toute ingérence dans les affaires du Haut-Karabakh en proposant la réintégration des Arméniens du Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan, en leur donnant des passeports azerbaïdjanais, et pour en finir une fois pour toutes avec cette rébellion. Pour arriver à ses fins, l'Azerbaïdjan pratique, je dirais, une guerre hybride, donc une guerre de harcèlement des Arméniens du Haut-Karabakh, une guerre contre l'Arménie en septembre 2022, qui va se traduire par des gains territoriaux que vous voyez ici en orange, sur cette région ultra stratégique qui est le sud de l'Arménie. Et enfin, en décembre 2022, l'Azerbaïdjan exerce donc ce qu'on appellera l'arme de la faim, un blocus total en coupant donc le corridor de Lachin, cette artère qui reliait le Haut-Karabakh à l'Arménie. Donc pendant 9 mois, la population arménienne du Haut-Karabakh va se retrouver affamée, sans que la communauté internationale se mobilise outre mesure, complètement abandonnée donc à son sort, et ça va profiter donc à l'Azerbaïdjan dans sa stratégie de recouvrir ce territoire. Les motifs du blocus, c'est des militants azerbaïdjanais prétendument écologistes qui dénonçaient donc le recours à des mines l'extraction minière qui pollueraient donc les sols. Nous en sommes donc à la fin de mon exposé. Septembre 2023, l'armée azerbaïdjanaise attaque
le Haut-Karabakh, prétextant une opération antiterroriste. En l'espace de une dizaine d'heures, le Haut-Karabakh capitule. L'armée azerbaïdjanaise, l'Azerbaïdjan demande au Haut-Karabakh de se dissoudre, ce qui restait de la République autoproclamée se dissout, et les Arméniens du Haut-Karabakh sont complètement désespérés car ils craignent la hantise d'un massacre, et donc ils vont regagner l'Arménie via le corridor de Latchine, sans que la Russie est intervenue. C'est très important, ce sera le mot de la fin. La Russie n'est pas intervenue en 2022 lorsque le territoire souverain de l'Arménie est attaqué, et elle n'est pas intervenue non plus en 2023 pour protéger cette population civile. Donc nous sommes dans une situation aujourd'hui où le Haut-Karabakh n'existe plus en tant qu'autonomie arménienne, mais l'Azerbaïdjan entend repeupler les zones qui avaient été dépeuplées, et donc réinstaller les réfugiés azerbaïdjanais qui avaient fui donc les territoires autour de l'enclave, désarméniser, c'est-à-dire détruire toute trace évoquant le patrimoine religieux arménien, et pas seulement, les monuments, les cimetières, les centres culturels, etc. Et aujourd'hui, l'Azerbaïdjan poursuit une politique de dévitalisation progressive de l'État arménien. C'est la stratégie du salami, c'est-à-dire le grignotage de territoires stratégiques dans le sud, mais aussi l'Azerbaïdjan demande à l'Arménie un accord de paix qui rime plutôt à une paix d'humiliation qu'à une paix des braves, car elle demande à l'Arménie une révision de sa constitution, c'est-à-dire qu'elle supprime toute référence à l'autodétermination du Haut-Karabakh, au génocide de 1915, mais aussi à ce que l'Arménie s'engage aussi à payer des réparations pour les dommages subis pendant donc les années 90. Donc on en est là aujourd'hui, une situation inextricable, au rapport de force complètement déséquilibré, où on se dit que la paix, une paix des braves, ne sert pas les intérêts du régime d'Aliyev, qui est un régime autocratique, qui tire profit de sa légitimité sur l'arménophobie et sur la guerre contre les Arméniens afin de tourner les regards. Aujourd'hui, l'État arménien est extrêmement vulnérable, fragile, car il est polarisé entre un gouvernement pro-occidental qui ne veut plus, qui ne fait pas confiance à la Russie, qui ne l'a pas secouru, mais qui se trouve dans une situation de funambule où chaque pas peut s'avérer fatal, car en ce moment, l'Azerbaïdjan multiplie donc les déclarations belliqueuses pour occuper par la force ce fameux territoire, ce fameux corridor du sud de l'Arménie. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très clair et un bon résumé qui replace bien les choses et surtout qui permet d'avoir une chronologie assez claire. Alors Bayram, justement, la Turquie face à ce conflit, comment sa position a changé depuis la fin de l'URSS jusqu'à la guerre, jusqu'à cette guerre de 2023? Très bien. Je crois que je commencerai plutôt par l'Azerbaïdjan, comment l'Azerbaïdjan a changé et évolué. Tigran l'a dit tout à l'heure, et pour avoir travaillé sur l'Azerbaïdjan, pour avoir vécu pendant 3 ans, j'ai pu observer concrètement comment, pendant 30 ans, pour l'Azerbaïdjan, il y avait ce sentiment de perte, d'humiliation pendant la première guerre du Karabakh, et il y avait une espèce de mobilisation. Toute la politique de l'État était focalisée sur l'idée qu'il fallait rattraper, récupérer le Karabakh. Donc, il y a une espèce de mobilisation, union sacrée, et un pouvoir autoritaire qui arrive à se maintenir au pouvoir en promettant qu'il va récupérer le Karabakh. Et là-dessus, l'opposition, même si elle est contre Aliyev, sur cette question du Karabakh, il y a une véritable union sacrée. Alors, effectivement, tout à l'heure, Tigran a dit que c'était un territoire arménien depuis des siècles et des siècles. C'est vrai. Mais pour avoir vécu, travaillé et avoir visité aussi certaines régions du Karabakh, en tout cas dans la ville de Chouchi ou Choucha, je pense qu'elle est très arménienne, mais elle est aussi azerbaïdjanaise. Parce qu'on trouve, et c'est ça qui est très triste dans cette région, c'est qu'en fait, il y a une présence ancienne des deux, et en fait, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et de ce fait, pendant 30 ans, toute la politique de l'État azerbaïdjanais, c'était de inculquer, préparer dans les écoles, dans l'armée, dans les opinions publiques, dans les médias, l'idée de toute la population qu'il fallait récupérer le Karabakh. Et ça, c'est la première. La deuxième, c'est qu'en fait, toute la politique étrangère de l'Azerbaïdjan pendant 30 ans, elle a toujours été calibrée, préparée par rapport à cela. Et je pense qu'on peut faire plein de reproches à Aliyev, mais toujours, il y a un fait, c'est qu'en fait, la politique étrangère de l'Azerbaïdjan a été beaucoup plus multivectorielle que celle de l'Arménie. C'est-à-dire que l'Azerbaïdjan a su tisser des relations correctes avec la Russie, excellentes avec la Turquie, avec aussi des relations plutôt bonnes avec l'Occident, même si à l'heure actuelle elles sont mauvaises. Et en cela, je pense que du côté arménien, il y a une espèce d'aveuglement. Ils n'ont pas su lire l'évolution interne de l'Azerbaïdjan, comment le pays
a su se développer militairement, politiquement, au niveau de la stratégie, à tous les niveaux. Et ça, et je pense que probablement en Arménie, ils n'ont pas su le dire parce que malheureusement, ils étaient dirigés par des originaires du Karabakh qui ont été trop têtus. Et là, je pense qu'il y a un moment, il fallait aussi être réaliste. Partons du principe, comme Tigran l'a dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, l'Arménie a un pays beaucoup plus petit, plus faible, moins peuplé. Et pour avoir visité plusieurs villages arméniens, malheureusement, les villages sont vides parce que tous les hommes ont travaillé en Russie pour des raisons économiques. Et ça, c'est quelque chose que la partie arménienne n'a pas su lire. Ça, c'est pour partie de l'Azerbaïdjan. Pour ce qui est de la Turquie, là aussi, et je pense que là aussi, la partie arménienne, que ce soit l'Arménie ou la diaspora arménienne, n'a pas su lire aussi l'évolution de la Turquie, dans le sens où, même si la Turquie, plein de raisons, je dirais, elle est presque obligée, tenue d'être pro-azerbaïdjanaise, parce qu'il y a une proximité linguistique, culturelle, historique, mémorielle à tous les niveaux entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. C'est la première. Ensuite, vous avez une opinion publique azerbaïdjanaise turque qui est très pro-azerbaïdjanaise. Vous avez l'Azerbaïdjan qui, depuis 30 ans, investit économiquement en Turquie. Et ça, c'est vraiment important. Vous avez le corridor énergétique. La Turquie est un pays de transit qui sont dépendants du pétrole. La Turquie est un pays qui consomme énormément d'énergie, mais qui ne produit que 5% de sa production, donc il y a une dépendance. Mais toujours est-il que la première guerre du Karabakh, la Turquie a une position, certes, pro-azerbaïdjanaise, mais il y a un certain sens de la responsabilité, dans le sens où il y a une reconnaissance diplomatique, un soutien diplomatique, un soutien politique, mais il n'y a pas un soutien militaire, même s'il y avait des individus isolés qui voulaient partir combattre du côté azerbaïdjanais. En fait, la Turquie les arrêtait parce que on est dans un contexte où la Turquie est encore pro-européenne, elle espère adhérer à l'Union européenne, elle est pro-occidentale, donc elle est obligée de faire attention à sa politique étrangère. Et ça va continuer, je dirais, jusqu'à 2012, 2013, 2016, je dirais, où la Turquie a encore une perspective, un espoir d'être vraiment européenne. Et c'est à partir du moment où la Turquie va changer au niveau intérieur et extérieur, à partir où il y aura un shift à l'Est, à cause de la politique de la Turquie, à cause d'Erdogan, à cause de l'Occident aussi, qui n'a pas su garder la Turquie dans son giron, notamment à cause de la guerre en Syrie, etc. Et de ce fait, ça aussi, ça n'a pas été lu, bien compris par la partie arménienne. Et vous prenez l'exemple d'Erdogan, c'est-à-dire que sa politique, jusqu'en la première décennie de Erdogan, on va dire qu'il est au pouvoir depuis 20 ans. La première décennie, on a un Erdogan plutôt responsable, fait attention. Mais ensuite, une fois qu'il y a une dérive autoritaire et une fois que l'économie turque est devenue beaucoup plus forte, avec une industrie militaire très performante, et on a le sentiment en fait que la Turquie n'a plus intérêt à tenir compte de ce que vont dire les Occidentaux, parce qu'elle a le sentiment en fait que ses propres intérêts, que ses propres alliés occidentaux ne tiennent pas compte de ses soucis sécuritaires en Syrie, en mer Égée, le fait qu'il y ait eu une alliance entre les Occidentaux et des milices, des groupes kurdes en Syrie, donc en fait contrôlés par le PKK, et le fait qu'il y a aussi une détérioration, un changement des rapports de force, Tigran en a parlé tout à l'heure. Dans la deuxième guerre du Karabakh, la Turquie va au contraire sortir de ce rôle, je dirais entre guillemets, responsable, mais adhérer à une politique beaucoup plus vindicative, belliqueuse, pour soutenir l'Azerbaïdjan. Et en fait, le rapport à la Russie, avec la Russie aussi, a changé. La Turquie, par rapport à la Russie, elle a une relation très complexe. D'un côté, elle la considère comme une espèce de rivale, elle se méfie, elle a peur de la Russie, mais en même temps, elle est obligée d'être menaçante, vindicative, belliqueuse avec la Russie, parce que c'est le seul moyen pour elle de défendre ses affaires. Et l'autre facteur, c'est qu'en fait, la Russie aussi a changé. La Russie, et ça, l'Arménie, elle était probablement trop naïve en pensant que la Russie va la défendre, mais la Russie, elle a toujours pensé à ses propres intérêts économiques, géopolitiques. Or, là aussi, pendant 30 ans, on a le sentiment en fait que l'Azerbaïdjan a su se rendre indispensable, utile à la Russie, et l'Arménie n'a pas su jouer la relation qu'elle avait avec la. Et de ce fait, il y a eu cette guerre, et à l'heure actuelle, la Turquie, elle est dans une position où elle soutient l'Azerbaïdjan, elle l'a encadré militairement, en lui donnant des drones, mais il ne faut pas croire que le soutien de la Turquie à l'Azerbaïdjan a commencé pendant la guerre. En fait, c'est aussi le résultat d'une trentaine d'années de coopération. La Turquie, depuis 30 ans, elle a des coopérations militaires avec l'Azerbaïdjan, et pas seulement.
avec les États turcophones, vous allez dans n'importe quel pays d'Asie centrale et du Caucase, vous avez toujours un attaché de défense. Et là aussi, c'est que la coopération militaire entre la Turquie et l'Azerbaïdjan et les autres pays, elle se fait sous les normes de l'OTAN. Donc, quelque part, la guerre du Karabakh, la défaite des Arméniens au Karabakh, en fait, c'est la défaite d'une armée soviétique, en quelque sorte, face à une armée otanienne qui fonctionne avec les normes de l'OTAN. Et de ce fait, je pense que pour la Turquie, quelque part, elle récolte aussi les résultats, les produits de ce qu'elle a semé pendant une trentaine d'années. Et je pense que par rapport à l'Azerbaïdjan, là, la Turquie considère que elle doit soutenir l'Azerbaïdjan parce que c'est dans son intérêt économique, elle a besoin de ses énergies. Elle subit aussi les pressions de l'Azerbaïdjan. Parfois, l'Azerbaïdjan est plus forte que la Turquie, c'est-à-dire que la Turquie est obligée de tenir compte de ce que demande l'Azerbaïdjan. Si vous voulez, on peut comparer la relation Turquie-Azerbaïdjan à la relation entre Israël et les États-Unis. C'est pas toujours le grand qui décide, parfois c'est le petit qui commande le grand. Et c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que parfois, la Turquie, et je pense qu'Erdogan, des fois, il va, malgré lui, aller beaucoup plus loin, alors qu'au départ, il n'a pas envie d'être aussi militariste par rapport à l'Arménie. Parce que la Turquie n'a pas peur de l'Arménie. C'est un petit pays, c'est un petit voisin, mais c'est plutôt l'Azerbaïdjan qui décide là. Pour revenir sur cette question-là, c'est qu'en fait, pour la Turquie, euh, l'objectif de soutien à l'Azerbaïdjan, c'est, un, montrer qu'on est capable de protéger ses alliés, et c'est aussi un message qu'elle envoie aux États d'Asie centrale. Elle est aussi, à travers ça, elle envoie aussi un message à la Russie pour dire, eh bien, on est là, parce que si tu nous fais des misères en Syrie, et c'est vrai, ou dans la mer Noire, eh ben non, on est là aussi. Et pour la Turquie, c'est aussi une façon de montrer à ses partenaires occidentaux que, puisque vous avez décidé de rompre et de nous laisser, eh bien, dans ces conditions-là, on est capable de défendre nos intérêts. Mais pour ce qui est, à l'heure actuelle, de la fin de la guerre, il me semble que c'est maintenant la Turquie a parfois du mal à arrêter l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire que la Turquie considère que le Karabakh a été récupéré, donc ça s'arrête là. Et je pense que sur la Turquie, ils ont deux objectifs qu'ils voudraient vraiment les atteindre. C'est un, la normalisation avec l'Arménie, c'est-à-dire ouverture de la frontière, normalisation, établissement de relations diplomatiques. D'ailleurs, des deux côtés, il y a eu un responsable qui est tenu de la partie arménienne et turque pour qu'il y ait la préparation. La partie arménienne est prête. Ils ont préparé l'ouverture de la frontière. Il y a déjà des postes qui ont été installés, etc. Mais la partie turque, elle voudrait le faire, mais subit encore la pression de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, il considère que tant qu'il n'y a pas un traité de paix qui a été signé, une reconnaissance du fait que dans la partie azerbaïdjanaise, ils ont le sentiment en fait qu'ils ont gagné sur le terrain militaire, mais que cela n'est pas encore concrétisé, attesté, signé, et de ce fait, ils mettent la pression sur la Turquie pour que la Turquie ne normalise pas complètement. C'est la première. L'autre objectif de la Turquie, c'est aussi de faire en sorte que, à travers la signature d'un traité de paix, ils puissent enfin faire du commerce entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, et puis ensuite avec l'ensemble de l'Asie centrale. Je pense que pour ce qui est de la signature du traité de paix, la Turquie voudrait le faire, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a l'Azerbaïdjan qui prenne un peu, mais aussi la Turquie, depuis la chute du régime de Bachar, c'est aussi une question d'agenda politique. C'est-à-dire qu'elle est tellement focalisée sur la question syrienne que ça devient moins prioritaire, la question de la normalisation. Mais dans les semaines à venir, je pense que si on arrive à convaincre l'Azerbaïdjan de faire plus de concessions, parce que l'Azerbaïdjan a une position de force, si vous voulez en profiter pour maximiser en quelque sorte ses gains, mais il appartient aussi à la communauté internationale de s'impliquer davantage pour qu'il y ait enfin un traité de paix qui soit signé entre les deux. Très bien, merci beaucoup. Là aussi, merci beaucoup, Bayram. Alors justement, je voudrais revenir avec toi, Tigran, sur ce fameux corridor et ces menaces qui pèsent sur l'Arménie et ces craintes que l'Azerbaïdjan déclenche un autre conflit pour justement permettre de relier ces deux parties de l'Azerbaïdjan. Voilà, j'aimerais bien, s'il te plaît, que tu nous en parles un peu plus. Très bien qu'on vous mette la carte pour bien avoir en tête de quoi on parle. On dépasse de très loin le différend arméno-azerbaïdjanais. Quand on parle de ce corridor, on parle d'un enjeu mondial qui s'inscrit dans la géopolitique des tubes, qui s'inscrit dans la géopolitique des empires,
Et ce qui se passe aujourd'hui est fascinant à observer parce que l'Arménie est effectivement la victime de cette géopolitique des empires coincés entre plusieurs plaques tectoniques. Bayram a parlé de la dynamique turque, comment la Turquie donc monte en puissance face à la Russie dans ce qu'on appelle plus communément la coopération compétitive. C'était pas une guerre hybride, c'est une coopération compétitive où je te donne un morceau d'Idlib, un morceau de Syrie, tu me donnes un morceau de Caucase du Sud. Et puis, alors vous avez donc ces deux acteurs. Non, alors, ouais, plus. Donc ce corridor-là, il est important parce que c'est déjà, on est sur un relief qui n'est pas accidenté, pardon. C'est important pour la Turquie de se positionner en carrefour des hydrocarbures. La Turquie, comme vous savez, tire les marrons du feu des sanctions internationales contre la Russie. Elle continue à commercer avec la Russie, avec Israël. L'Azerbaïdjan tire les marrons du feu du partenariat stratégique à la Russie à l'aune des sanctions, à l'aune de la guerre en Ukraine. Il y a énormément de gaz et de pétrole que nous consommons, que nous achetons, nous, Européens, à l'Azerbaïdjan, mais qui en réalité est du gaz russe. Et donc, tout cela devrait transiter par ce fameux corridor. Donc, les infrastructures côté azerbaïdjanais sont prêtes. L'Azerbaïdjan, donc, dans les médias post-2020, a entamé des chantiers pharaoniques d'infrastructures aéroportuaires et ferroviaires et des autoroutes. Il reste donc 42 kilomètres de territoire contrôlé encore par l'Arménie et qui reste, à ma connaissance, sous la souveraineté de l'Arménie, non pas parce que l'Arménie a la dissuasion, non pas à cause de la Russie, mais à cause de la République islamique d'Iran, puisque l'Iran est extrêmement inquiète à l'idée, à la possibilité de voir cette frontière se fermer, c'est-à-dire devenir un espace extraterritorial, je dirais, turco-azerbaïdjanais. Ça constitue pour l'Iran je dirais une ligne rouge. Pourquoi? Parce que l'Iran, c'est pas pour les beaux yeux de l'Arménie, l'Iran a soutenu l'Arménie pendant la première guerre du Haut-Karabakh parce qu'elle estimait que le nationalisme azerbaïdjanais était un nationalisme irrédentiste, ombrageux, parce qu'il y a 2 fois plus d'Azéris, d'Iraniens, d'ethnie azérie en Iran qu'en Azerbaïdjan. Donc elle s'est dit, si je me retrouve avec un Azerbaïdjan expansionniste, eh ben, je préfère soutenir les Arméniens chrétiens, ça permet de rééquilibrer. En 2020, elle a soutenu l'Azerbaïdjan dans sa guerre de reconquête, parce qu'il y avait aussi une opinion iranienne irano-azerbaïdjanaise très hostile. Il fallait calmer cette opinion. Mais à mesure que l'Azerbaïdjan étend son bellicisme contre l'Arménie souveraine, là, l'Iran dit stop parce qu'elle veut absolument maintenir sa frontière avec l'Arménie pour pouvoir continuer à commercer avec, non pas l'Arménie, mais surtout les marchés du Nord, la Russie, via la Géorgie. Quand vous empruntez cette route, donc dans le sud de l'Arménie, vous croisez des norias de camions iraniens, sans cesse, qui empruntent cette route. Donc, ils veulent qu'elle tienne, sauf que l'Iran n'a pour seule arme de dissuasion, donc, les manœuvres de troupes qu'elle concentre, qu'elle masse à côté de la frontière azerbaïdjanaise pour dissuader l'Azerbaïdjan d'attaquer. L'Iran n'a pas d'autre levier d'influence et de dissuasion, car l'Iran n'est pas l'allié de l'Arménie. En tout cas, on ne peut pas faire une asymétrie entre le partenariat israélo-azerbaïdjanais et la relation arméno-iranienne, qui est une relation bonne économiquement, culturellement, parce que vous avez, les Iraniens sont très bien vus, c'est vu comme des cousins, hein, les Arméniens. Communauté Arménienne importante. Il y a une mosquée chiite à Yerevan, qui est un haut lieu du patrimoine musulman chiite en Arménie. Il y a donc une relation diplomatique et politique très forte, puisque à tout moment, les dirigeants, les responsables iraniens réitèrent leur souci de ne pas voir changer la frontière. Que ce qui importe, c'est l'intangibilité des frontières. Sauf que nous sommes dans une conjoncture où, avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, la question de l'intangibilité des frontières, eh bien, elle est fortement remise en question. Regardez le scénario ukrainien, regardez les velléités annexionnistes des États-Unis au Groenland, au Panama, regardez la Chine et Taïwan. Donc, dans cette conjoncture, tout porte à croire que l'Azerbaïdjan attend le moment le plus opportun pour prendre ce corridor de gré ou de force et d'établir la jonction avec la Turquie via son esclave du Nakhitchevan. Et cet enjeu-là, il fait l'affaire des Occidentaux. Bayram a très bien parlé du rôle de l'OTAN et du soutien des États-Unis qui n'ont pas bougé lors du nettoyage ethnique de 2023, qui se sont contentés de condamner, d'envoyer des boîtes de pansements et de Doliprane aux réfugiés arméniens avec US-7, mais qui n'ont pas condamné, qui n'ont pas sanctionné, parce que pour eux, ce qui importe, en fait, c'est que l'Azerbaïdjan passe dans le camp occidental et qu'elle soit plus sous la coupe de la Russie. Et ce qui compte pour l'Azerbaïdjan, c'est de faire monter les enchères
et comme tu le rappelles, la diplomatie multivectorielle, hein, de profiter de cette position géostratégique majeure. Et puis, n'oubliez pas une chose importante, quand on regarde cette frontière, horizontalement, oui, c'est vrai, l'Arménie est le dernier verrou qui permettrait donc d'établir des nouvelles routes de la soie, mais il faut aussi l'avoir verticalement, cette frontière. Il n'y a que l'Azerbaïdjan a une frontière avec l'Iran, l'Azerbaïdjan a une frontière avec la Russie, l'Azerbaïdjan a une position géostratégique extrêmement forte, extrêmement importante, qu'elle négocie assez habilement, il faut le dire, avec à la fois les Russes et les Occidentaux. Alors justement, j'aimerais bien aussi que tu rebondisses sur ça, sur Alors, ce que vient de dire Tigran. alors, je serais moins catégorique que Tigran par rapport à la perspective d'une prise par la force de la création de ce corridor. C'est que je pense que jusque-là, depuis 30 ans, l'Azerbaïdjan s'est toujours appuyé sur un argument fort, solide, c'est le droit international qui accorde la frontière, qui met le Karabakh au sein des frontières internationales de l'Azerbaïdjan. Et c'est en s'appuyant là-dessus, avec un contexte géopolitique qui a changé, que l'Azerbaïdjan partit en guerre pour récupérer le Karabakh. Or, ici, le corridor de Megri ou le corridor, je pense que je ne crois pas du tout que ni la Turquie ni l'Azerbaïdjan puissent envisager de prendre ça par la force, parce que ça les mettrait directement en conflit, en confrontation avec le droit international. Évidemment, même si certains avancent qu'ils vont le faire, moi je ne pense pas du tout. Et même si c'est que ça sera impossible à sécuriser, un passage par la force, par contre, il y a une espèce de pression sur l'Arménie pour qu'elle puisse d'une manière ou d'une autre négocier ce corridor, mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur qui va contrôler les clés, le passage. Je pense que, mais il y a eu des pressions, mais je ne pense pas qu'ils puissent aller jusqu'à cela parce que ce serait complètement, en tout cas pour la Turquie, ce serait une violation de droit international, ce serait se mettre à dos l'Organisation de sécurité collective, parce que l'Arménie, là pour le coup, c'est-à-dire que la Russie jusque-là, pendant le Karabakh, ne pouvait pas intervenir parce que, d'après le droit international, le Karabakh fait partie de l'Azerbaïdjan, alors que là, on serait dans un autre cas de figure, mais complètement différent. Il y aurait une violation de la frontière internationale de l'Arménie, et là, ça déclencherait obligatoirement le mécanisme de sécurité collective de l'organisation qui est dirigée par la Russie, dont fait partie l'Arménie. Voilà, donc c'est là-dessus que... Et par ailleurs, je pense que la Turquie, même si ces dernières années, elle a une politique étrangère militariste, interventionniste, belliqueuse même, je ne pense pas qu'elle puisse aller jusque-là parce que c'est trop dangereux pour son image. Et puis, elle n'aurait pas grand-chose à intérêt, enfin, à gagner. Parce que quand même il y a un corridor, ils ne seront jamais en mesure de le sécuriser. Comment voulez-vous qu'il y ait des camions turcs et azerbaïdjanais qui passent par là s'il n'y a pas l'accord des Arméniens, ça ne pourra jamais être un passage sécurisé. Donc, je ne pense pas du tout qu'il y ait cette perspective de prise de ce corridor par là. Je n'y crois pas du tout. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Bayram, le premier point, on n'a pas parlé de la position de la Russie par rapport à ce J'allais y corridor. venir justement. La Russie est d'accord, à condition que ce soit elle qui le contrôle. La Russie a une frontière avec l'Azerbaïdjan, elle entend débloquer les voies de communication, mais à son profit, pas au profit de la Turquie. Alors, est-ce que les Turcs aussi vont laisser faire les Russes? Ça, c'est une grande question. Mais dès les accords de tripartite du cessez-le-feu de 2020, il était question que ce corridor-là passe sous le contrôle non pas de l'armée arménienne, mais du FSB, les services russes de renseignement. Alors, l'autre souci qui se pose, on parle de processus de paix avec l'Arménie et la Turquie, et c'est très bien dit par Bayram, la Turquie est pragmatique. Hein, je veux dire, elle ne considère pas l'Arménie comme une menace. La menace qu'a la Turquie, je dirais, elle est plutôt d'ordre symbolique. C'est le combat que mènent les descendants des rescapés du génocide en diaspora, donc irresponsables, ressortissants français, américains, qui se battent pour cette reconnaissance du génocide, pour des réparations hypothétiques. Mais la menace, elle ne vient pas d'Arménie. Et on l'a bien vu en 2009, lorsque la Turquie et l'Arménie étaient engagées dans un processus de normalisation, le blocage venait de la diaspora. Les opinions arméniennes étaient d'accord pour normaliser, parce que l'Arménie devait se désenclaver et surtout lever ce blocus qui paralysait son économie. Donc il y avait un pragmatisme, je dirais, de la part d'Erevan et d'Ankara. On parle de normalisation, on ne parle pas de réconciliation. Là où le bas blesse, je dirais, c'est l'arménophobie, je dirais, pathologique du régime azerbaïdjanais que je peux observer surtout depuis l'arrivée au pouvoir du fils d'Haïdar Aliyev, hein, de lui. Donc, Ilham Aliyev, qui a succédé en 2003, qui n'a pas la légitimité que son père qui est un grand dirigeant soviétique, et un grand dirigeant azerbaïdjanais, un grand homme d'État, lui n'a pas cette légitimité.
Et donc, il a progressivement, en 2003, construit sa légitimité sur la haine des Arméniens. Et Aliyev, quelqu'un d'intelligent et qui connaît bien le monde, comprend aussi qu'il a besoin d'alimenter un nationalisme anti-arménien pour galvaniser ses foules. Donc, nous avons, côté arménien, une angoisse existentielle que de toute façon, il n'y aura jamais de paix, compte tenu de ce qui s'est passé dans l'immédiat post-guerre. Donc, vous avez déjà cette illustration qui montre comment, à Bakou, on a créé un parc des trophées dans lequel on représente les soldats arméniens sous cette caricature qui rappelle un peu l'antisémitisme. Là, vous avez des timbres-poste publiés par l'Azerbaïdjan qui montrent que le Karabakh a été nettoyé au Karcher. Donc, cette incitation à la haine, elle est dénoncée par des militants des droits de l'homme, par l'Institut Lemkin de prévention des génocides, pour montrer à quel point l'Azerbaïdjan ne veut pas une réconciliation entre les peuples, mais entend, au fait, parachever une entreprise, je dirais, d'anéantissement de toute présence armée. Voilà, alors là, vous avez aussi des photographies qui illustrent la destruction de patrimoine. Voilà. Arrêtons-nous ici 2 instants. Il y a un révisionnisme qui est, je dirais, à l'œuvre parmi les élites azerbaïdjanaises, et ça, c'est un vrai consensus, et Bayram l'a bien dit, même l'opposition démocrate en Azerbaïdjan soutient donc cette guerre, et il n'y a pas de canaux de dialogue entre les sociétés civiles du fait de l'autoritarisme du régime azerbaïdjanais, mais il y a maintenant, dans la sémantique du pouvoir azerbaïdjanais, un nouveau qualificatif qui s'appelle l'Azerbaïdjan occidental. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Azerbaïdjan occidental? Eh bien, c'est ce que vous voyez en rouge, c'est toute cette partie du territoire officiellement reconnu comme arménien, qui, d'un point de vue azerbaïdjanais, serait historiquement azerbaïdjanais. Pour appuyer ces preuves, l'Azerbaïdjan se base sur les cartes ethnographiques de la population, des populations du Caucase à la fin du XIXe siècle, où effectivement, il y avait une présence très importante de Tatars, Azéris sur l'actuel territoire de l'Arménie, comme il y avait une présence importante d'Arméniens en Azerbaïdjan. Et une grande partie des Arméniens de la République d'Arménie viennent de l'Empire ottoman, ils étaient des réfugiés du génocide. Donc, l'Azerbaïdjan nourrit cet irrédentisme pour maintenir une pression extrêmement forte sur l'Arménie qui s'apparente à une guerre psychologique, c'est-à-dire maintenir toujours une pression pour rappeler que l'Azerbaïdjan ne s'arrêtera pas là. Est-ce que Aliyev pense vraiment qu'il va conquérir ces territoires? Je l'ignore. Mais en tout cas, à chaque fois que l'Arménie négocie toujours un plan de paix et s'entend sur un texte commun, l'Azerbaïdjan montre plus d'appétit et réclame toujours plus, à savoir le retour des anciens résidents azerbaïdjanais d'Arménie, sans mentionner que les Arméniens d'Azerbaïdjan peuvent retourner aussi là où ils étaient. Donc, effectivement, c'est une pression maximale qui participe, je crois, à cette guerre hybride. C'est une guerre hybride que l'Azerbaïdjan mène contre l'Arménie, et l'Arménie qui, effectivement, essaie absolument de calmer l'Azerbaïdjan, de contenir l'Azerbaïdjan en normalisant avec la Turquie. Là, me l'a rappelé, il y a une commission mixte. Les deux ministères des Affaires étrangères travaillent ensemble. Jusqu'en 2020, l'argument de la Turquie était le suivant: nous ne pouvons pas normaliser avec vous tant que vous n'aurez pas réglé le problème du Karabakh. Nous ne voulons pas, nous ne pouvons pas. Même si nous le voulons, nous ne le ferons pas parce que la pression azerbaïdjanaise est très forte. Il y a une interdépendance très forte entre les deux économies. N'oubliez pas que l'Azerbaïdjan est un grand investisseur en Turquie. La compagnie de pétrole publique Sokar a financé la construction du dernier aéroport d'Istanbul. Donc, ce n'est pas une relation de grand frère à petit frère. Et Bayram l'a bien souligné. Alors aujourd'hui que nous sommes dans un schéma où l'État arménien reconnaît la souveraineté azerbaïdjanaise sur le Haut-Karabakh, il n'y a plus de débat là-dessus. L'Arménie est menacée dans son intégrité territoriale. L'Arménie se tourne vers la Turquie pour, je dirais, affaiblir l'influence russe, pour manifester son mécontentement contre cette Russie qui ne l'a pas protégée, mais aussi pour, je dirais, rappeler les responsabilités de la Turquie qui, à mon sens, est appelée à jouer un rôle de plus en plus proactif dans le respect de l'intégrité territoriale des pays du Caucase. Mais là, c'est une grande question, c'est que va répondre la Turquie, que va dire la Turquie, alors que, entre guillemets, le conflit du Karabakh est réglé à faveur de l'Azerbaïdjan. Alors justement, par rapport à la guerre d'influence, j'aimerais bien, Bayram, que tu reviennes sur la politique de l'Azerbaïdjan avec la France par rapport au soutien de la France, que la France a manifesté vis-à-vis de l'Arménie, et une forme de guerre hybride aussi, notamment on a vu en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que tu pourrais là aussi nous en dire 2 mots? Alors, d'abord, je pense qu'il faut regarder un peu sur le regard des Azerbaïdjanais par rapport à la France. Il y a une espèce de frustration. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une admiration de la France, de la culture. Ils adorent la culture française.
comme tous les Caucasiens d'ailleurs. C'est-à-dire qu'Alexandre Dumas, Mireille Mathieu, comme tous les Soviétiques. D'ailleurs, parfois, je trouve qu'ils ont un retard, un décalage de 20, 30 ans par rapport à la culture française. Par rapport à Mireille Mathieu. Ils pensent que Mireille Mathieu, ils pensent que, mais ça aussi bien arménien qu'azerbaïdjanais, ils pensent qu'il y a encore Louis de Funès, Georges Marchais, etc. Donc, si vous voulez, il y a d'un côté une admiration, un amour pour la France, c'est authentique, je l'ai vu de mes propres yeux, mais aussi le sentiment en fait, que la France ne les aime pas. Ils pensent que la France ne les aime pas parce qu'il y a la diaspora arménienne, il y a le lobby arménien, qui est vrai aussi, c'est-à-dire qu'il y a une communauté arménienne originaire depuis le génocide qui est assez importante et s'est mobilisée. Et Tigran ne pourra pas dire le contraire, mais s'il le dit, je pense qu'il sera d'accord pour dire qu'il y a quand même une véritable mobilisation. Donc, il y a ce sentiment en fait que la France ne les aime pas. Et ils pensent que la France, pendant 30 ans, que la France qui était coprésidente du groupe de Minsk, ils pensent que la France n'était mal placée, n'était pas assez un médiateur honnête, et de ce fait, une espèce de sentiment de mécontentement vis-à-vis de la France. Et tout cela, après avoir gagné la deuxième guerre du Karabakh, donc l'Azerbaïdjan a sentiment en fait que maintenant qu'elle a gagné la guerre et que la France soutient davantage l'Arménie, elle pense que ça va à l'encontre du règlement, de la préparation d'un traité de paix, alors qu'au contraire, il me semble que la France pense que l'Arménie a besoin d'une certaine protection pour qu'elle la protège. Et de ce fait, pour pouvoir se venger en quelque sorte de cette politique française qu'elle considère excessivement pro-arménienne, effectivement, il y a un sentiment, une politique de la part de l'Azerbaïdjan de soutenir tout ce qui peut embêter la France. D'où les questions d'ingérence, les questions de soutien à des mouvements de décolonisation, etc. Et je me demande s'il n'y a pas aussi cette influence qui vient probablement d'une méthodologie qui vient de la Russie. C'est-à-dire que cette façon de faire, il me semble que de cette façon de s'organiser, ils sont davantage influencés par la Russie que par la Turquie. Parce que la Turquie, même si elle a aussi une diaspora qu'elle essaie de mobiliser, il n'y a pas cette méthode-là qui, à mon avis, est beaucoup plus russe que turque. Mais je dirais que c'est dommage aussi pour l'Azerbaïdjan parce qu'il me semble que c'est contre-productif. C'est-à-dire que ça ne règle pas les choses, mais elle ressemble à une espèce de vengeance qui, à mon avis, n'est pas une bonne chose ni pour l'Azerbaïdjan, ni pour la France, ni pour la paix dans la région. Mais c'est la bonne idée. Ouais, Ouais. compléter. En fait, ce qu'il faut dire, il faut comprendre une chose, c'est que la France, elle n'a jamais condamné les Arméniens quand ces derniers occupaient les districts azerbaïdjanais. Ce qui explique aussi le désamour azerbaïdjanais vis-à-vis de ce coprésident du groupe de Minsk, qualifié donc de pro-arménien. Mais à la décharge du Quai d'Orsay, moi, je me souviens que la France était tenue à une neutralité parfaite. Neutralité parfaite qui a été brisée en novembre 2020, parce que vous avez remarqué en novembre 2020, c'est la deuxième guerre du Haut-Karabakh, et c'est la Russie qui s'impose comme le grand vainqueur de cette guerre. C'est même pas la seule, c'est la Russie. C'est la Russie qui remet le pied dans le Caucase, dans le Haut-Karabakh, et qui quand même réussit à contenir la Turquie. Parce que la Turquie voulait aussi envoyer des troupes dans le Haut-Karabakh, elle ne l'a pas pu le faire. La Russie a réussi à la contenir. Et dès lors, que fait la France? Elle n'est pas contente, la France. Elle n'est pas contente en tant que coprésidente du groupe de Minsk. Les Américains, à l'époque, c'était encore Donald Trump, se désintéressent totalement du Caucase du Sud, c'est pas leur priorité. Reste la France qui n'est pas contente, qui va entamer donc un rapprochement significatif avec l'Arménie, surtout à partir de septembre 2022, lorsque le territoire souverain de l'Arménie est attaqué par l'armée azerbaïdjanaise. Emmanuel Macron convoque à Prague la première rencontre de la communauté politique européenne et parvient à obtenir non pas un envoi, une force d'interposition, mais l'envoi d'une mission civile de l'Union européenne, censée se déployer des deux côtés de la frontière pour surveiller le cessez-le-feu, mais l'Azerbaïdjan ne l'a pas accordé cet accès. L'Azerbaïdjan considère cette mission comme une mission d'espionnage hostile à l'Azerbaïdjan, et la Russie est de cet avis aussi. Donc retenons une chose, c'est que l'Arménie est un petit peu un pion dans une conflictualité, je dirais, hybride entre la France et la Russie, qui fait aussi, je dirais, qui pousse l'Azerbaïdjan dans les bras de la Russie. Donc l'Arménie, malheureusement, n'est pas parvenue à créer une nouvelle architecture de sécurité en pouvant nouer un partenariat stratégique avec la France qui permettrait de dissuader l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan condamne je dirais, ce partenariat franco-arménien. Les Français sont tout à fait conscients qu'ils ne pourront pas remplacer la Russie, même s'ils apportent une aide logistique,
mais on est encore très très loin du soutien que la France apporte à l'Ukraine. Il ne faut pas fantasmer. Le principal pourvoyeur d'armes au jeu de l'Arménie, c'est ni la Russie ni la France, c'est l'Inde. C'est l'Inde qui vend le matériel que la Russie ne vend plus à l'Arménie et qu'elle en plus est endettée avec l'Arménie parce qu'à cause de l'Ukraine et d'autres sujets. C'est l'Inde et l'Inde ne considère pas l'Arménie comme un allié. Donc on n'a pas encore réussi à, et ça c'est un argument j'aimerais que les partisans, je veux dire candides, d'un arrimage de l'Arménie à l'Occident entre guillemets collectif l'entendent. C'est que l'Arménie est encore trop dépendante de la Russie en termes d'approvisionnement énergétique et agroalimentaire et n'a pas encore réussi à pallier cet écueil en opérant un pivot vers l'Occident. Ram, j'aimerais justement que tu nous expliques un petit peu ces relations entre Israël et l'Azerbaïdjan, parce qu'Israël a joué un rôle aussi dans cette dernière guerre, en termes de armement, technologie. Voilà. Est-ce que tu veux bien développer cette partie-là? C'est une relation assez complexe. D'abord, pour comprendre un peu la relation particulière qu'il y a entre l'Azerbaïdjan et Israël, il faut penser aussi un peu au facteur iranien. Voilà. Et ce qui est assez impressionnant, et là aussi, j'ai presque envie de faire de féliciter l'Azerbaïdjan dans le sens où il était capable de nouer d'excellentes relations avec la Turquie et avec Israël, alors que la Turquie et Israël ne s'entendent pas du tout. Relativement quand même. Oui, mais enfin, quand même. Oui, mais en même temps, c'est quand même, c'est-à-dire que là, on a vu, parce que je ne sais pas si vous avez su dans les médias comment Erdogan s'est mis en colère face aux bonnes relations entre les deux, parce que par rapport à la question palestinienne. Bref, je pense que, si vous voulez, entre l'Israël et l'Azerbaïdjan, la relation est fondée sur le fait que Israël a besoin d'avoir une relation spéciale avec l'Azerbaïdjan pour pouvoir être surveillé depuis l'Azerbaïdjan ce qui se passe en Iran. Et de ce fait, effectivement, on ne le sait pas, on ne le dit pas, mais je pense que la coopération militaire, sécuritaire, renseignement à tous les niveaux est assez importante entre Israël et l'Azerbaïdjan parce que pour Israël, pour sa survie, c'est important pour sa sécurité d'être présent ici pour pouvoir surveiller ce qui se passe en Iran. Et de ce fait, il est prêt à payer le prix qu'il faut, donc soutenir militairement, envoyer des drones à tous les niveaux l'Azerbaïdjan, et c'est comme ça qu'elle est fondée cette relation. Et par ailleurs, pour ce qui est de l'Azerbaïdjan, ils ont su aussi utiliser le fait qu'effectivement, il y a une communauté juive assez importante, et pour avoir visité, effectivement, parfois en Occident, on a le sentiment en fait, que l'Azerbaïdjan exagère ce côté un pays multiconfessionnel, multiethnique. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez beaucoup de minorités religieuses, beaucoup de minorités ethniques, et qui sont, je trouve que cette question est bien gérée en Azerbaïdjan. Et le fait qu'il y ait une communauté juive assez importante, il y a très peu, il n'y en a pas eu, à ma connaissance, d'actes antisémites en Azerbaïdjan, c'est vrai. Donc, de ce fait, ça aussi, ça contribue à l'établissement de bonnes relations entre Israël et l'Azerbaïdjan, ce qui facilite la coopération militaire à tous les niveaux entre ces deux pays. Et chacun trouve son compte. Et je trouve que parfois, l'Azerbaïdjan prend beaucoup de risques. Cette bonne coopération qu'ils ont avec Israël a vraiment poussé parfois les Iraniens à passer à l'acte pour neutraliser, pour attaquer l'Azerbaïdjan. Donc, je trouve qu'ils prennent beaucoup de risques, mais en même temps, ça leur a permis d'avoir une coopération militaire avec Israël et avec la Turquie, et ça a été quelque chose de crucial pour la récupération du Karabakh. Juste ton propos, n'oubliez pas une chose, 30% de la production, de la consommation de pétrole en Israël vient de l'Azerbaïdjan. Donc c'est une relation quand même stratégique, structurante et qui se décline à la fois au niveau culturel, protection des Juifs, patrimoine juif du Caucase d'Azerbaïdjan, importante communauté azerbaïdjanaise en Israël, qui fait du lobbying anti-arménien, qui fait aussi, l'Azerbaïdjan a compris qu'elle devait tirer profit du lobby juif américain aux États-Unis pour contenir le lobby arménien des États-Unis, qui est le troisième, je crois, historiquement, lobby ethnique, devant Cuba, derrière le lobby juif, je crois. Bref, c'est très très important d'avoir en tête que Israël fait de la réelle politique. Fait de la réelle politique, ne fait pas du sentiment. Israël ne reconnaît pas la réalité du génocide de 1915 comme le Royaume-Uni, parce que c'est de la réelle politique. Elle ne veut pas se fâcher avec la Turquie, elle ne veut pas se fâcher avec l'Azerbaïdjan, ce n'est pas intéressant. Et puis, de maintenir la singularité. Alors, il y a historiquement, et ça c'est vrai, ce débat sempiternel sur l'unicité de la Shoah. C'est-à-dire que si vous reconnaissez un autre génocide, vous diluez la gravité de la Shoah. C'est un discours qu'on pouvait entendre en France aussi dans les années 90 lorsque on a commencé à légiférer sur le génocide arménien. Ce discours-là n'est plus audible aujourd'hui au sein de la diaspora juive en France
Mais en Israël, effectivement, le lobby, je dirais, azerbaïdjanais est encore extrêmement puissant. À cela s'ajoute aussi une politique des suprémacistes juifs qui entendent judaïser la Terre sainte, c'est-à-dire faire en sorte que les chrétiens, notamment les Arméniens qui sont présents à Jérusalem depuis je dirais des millénaires, puissent partir du fait de la démographie, et puis s'emparer de ces biens. Donc la relation est extrêmement complexe. Les Azerbaïdjanais ont été assez intelligents pour alimenter un discours dans lequel ils présentent les Arméniens comme des dangereux antisémites, parce que historiquement, c'est vrai, l'Arménie est plutôt pro-arabe. Il y a une importante communauté arménienne au Liban, en Syrie, qui a joué un rôle constituant dans la diaspora arménienne. Et puis, côté palestinien, c'est vrai que les Arméniens des territoires occupés ont participé au mouvement national palestinien. Je veux dire que l'ancien recteur de l'université Birzeit, M. Agazarian, était membre de l'OLP, c'est un Arménien. L'ancien ambassadeur de la Palestine à Londres, c'est Manuel Assassian, c'est un Arménien. Donc, effectivement, les Arméniens sont plutôt arabophiles, se méfient du sionisme, puis là, on sort un peu de notre sujet, mais il y a cette cette rivalité aussi à l'époque ottomane, et qui aujourd'hui est compensée par ce qu'on appelle la solidarité des ébranlés, des naufragés en diaspora, et ce qui est vrai. Donc, ce qui fait que la position des acteurs, qui est des militants d'Israël en France, est extrêmement complexe, extrêmement délicate. D'un côté, ils sont franchement solidaires avec les Arméniens parce que ils s'entendent plutôt bien avec la diaspora arménienne. Il n'y a pas vraiment il y a plus de sujet, je veux dire. Mais de l'autre côté, il y a cet impératif de défendre Israël par tous les moyens. Donc, on tait cette question et on va soutenir Azerbaïdjan discrètement parce qu'il y va de la sécurité d'Israël qui est menacée par l'Iran. Là aussi, je voudrais revenir sur l'Azerbaïdjan et donc son soutien et sa politique pragmatique aussi avec Israël. Est-ce qu'il n'y a pas derrière une volonté aussi d'avoir un soutien des États-Unis, et en particulier depuis que Trump est revenu au pouvoir? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté notamment de faire alliance pour faire face et faire pression encore plus sur l'Iran? Ou alors est-ce que je suis sur une autre planète? Non, je pense qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'une fois de plus, l'Azerbaïdjan arrive à calculer pour chaque cas, prendre la bonne position pour pouvoir défendre ses propres intérêts. Par rapport à la politique iranienne, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, ils pensent que le fait d'être voisin de l'Iran, ils arrivent à l'instrumentaliser, le marchander en quelque sorte, pour pouvoir avoir ces bonnes relations et avec Israël et avec les États-Unis. Mais jusqu'à certains degrés, je ne pense pas non plus qu'ils puissent prêter vraiment leur territoire pour bombarder l'Iran parce que c'est vraiment trop dangereux, Non. trop dangereux. Et ce serait, mais une alliance, probablement oui. Euh, Parce que ça va dans le sens des intérêts de l'Azerbaïdjan, il serait capable de le faire. Brûlante, puisque l'émissaire spécial de Donald Trump était à Bakou. Voilà, il était à Bakou. Il était à Moscou d'abord. Moscou, il est allé à Bakou, il s'est arrêté à Bakou. Après, il était à Tel Aviv. Et ce qu'on entend en fait dans les commentateurs américains et israéliens, c'est qu'il y a une volonté de l'administration Trump d'intégrer l'Azerbaïdjan dans la stratégie de containment de l'Iran et aussi de faire en sorte que l'Azerbaïdjan rejoigne la famille de l'accord d'Abraham, alors que ça n'a pas vraiment sens puisqu'il y a déjà des relations diplomatiques et culturelles, économiques et géostratégiques extrêmement affirmées. Donc l'Azerbaïdjan est appelé à jouer un rôle encore plus important de la part qui est motivé par cette volonté des Américains et des Israéliens de rapprocher les vues entre les États-Unis et la Russie. Et donc, on a besoin des services d'Azerbaïdjan comme puissance médiatrice. Et puis, l'Azerbaïdjan a un savoir-faire. N'oubliez pas que c'est un pays qui a réussi aussi une prouesse diplomatique en ayant un poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2002, qu'elle a gardé 2 ans, qui lui a permis après de rebondir à l'ONU à la tête du groupe des non-alignés. Et là, on revient à cette affaire d'ingérence. Il faut comprendre aussi d'où viennent ces relations entre les diplomates azerbaïdjanais et les délégués ultramarins qui veulent décoloniser. Ça remonte donc à cette posture de l'Azerbaïdjan de champion des non-alignés, de champion du tiers-monde, qui a réussi avec des ressources, je dirais, importantes, mais pas non plus, c'est pas une grande puissance, une puissance régionale, à tisser des relations avec des pays qui sont très éloignés de ces problématiques. Et les ultramarins en sont très conscients, ils savent très bien qu'ils sont instrumentalisés, mais ils disent, bah, nous, ça ne nous dérange pas tant qu'on a une visibilité internationale que nous offre l'Azerbaïdjan dans le cadre de ce fameux groupe de Bakou qui réunit donc des délégués kanaks, guadeloupéens, martiniquais, réunionnais dans cette lutte contre la France, contre l'influence française, voilà, pour embêter les Français, pour se venger de leur politique. Alors, avant de céder la parole au public, à ceux qui sont en ligne, j'aimerais là aussi revenir sur la position des diasporas, en France notamment,
que ce soit du côté arménien, que ce soit du côté azerbaïdjanais, par rapport à ce conflit au Karabakh et par rapport aussi, tout simplement, chaque diaspora par rapport au pays d'origine, comment se positionne-t-il? Est-ce que ce sont des communautés qui, de chaque côté, sont plutôt très homogènes et en soutien total par rapport à la politique de l'Arménie d'un côté, de l'Azerbaïdjan de l'autre côté, ou au contraire, est-ce qu'il y a des dissensions? Est-ce Voilà. qu'il y a, voilà. Alors, je vais me permettre, d'abord, pour ce qui est de l'Azerbaïdjan, la notion de diaspora n'existe pratiquement pas. Vous avez très peu d'Azerbaïdjanais qui sont à l'étranger, même si vous avez l'Azerbaïdjan qui a créé un ministère de la diaspora. D'ailleurs, je trouve qu'ils sont inspirés de l'Arménie pour essayer de faire la même chose, mais ça ne marchait pas comme ça. Ils ont un ministère, ils essaient d'organiser, mais ça ne marche pas parce que, par définition, une diaspora, il faut qu'il y ait un traumatisme, un exil, etc. Donc, il n'y a pas le cas. Il n'y a pas assez de nombre, il n'y a pas assez de nombre de ce fait. En fait, ça ne marche pas. On ne peut pas dire qu'il y ait une diaspora azerbaïdjanaise puissante, influente, mobilisatrice à l'étranger. Ils essayent de l'organiser, mais c'est compliqué. Ils essayent de faire en sorte qu'il y ait une coopération entre les groupes de lobbying turcs et azerbaïdjanais, parce qu'il y a une certaine proximité entre les deux pays, mais ça ne marche pas beaucoup. Et pour ce qui est de l'Arménie, de la diaspora arménienne, et là, je vais probablement dire des choses qui ne vont pas faire plaisir Tigrane, mais ce n'est pas grave. Il me semble que dans ce cas-là, c'est-à-dire que il y a une histoire de dichotomie. La diaspora arménienne a une certaine façon de concevoir l'Arménie, de se mobiliser, qui parfois, à mon sens, servent davantage la diaspora que l'Arménie elle-même. Dans le sens où leur vision de l'Arménie, du passé, c'est-à-dire que, et je peux comprendre parce qu'ils sont les rescapés d'un génocide, ils ont un mémoire, ils ont beaucoup de choses à cultiver, et ça se comprend. Mais cette façon de faire, on a sentiment en fait qu'ils ont une forme d'ingérence de leur part, de leur côté, dans les affaires arméniennes, qui parfois ne sont pas forcément bons pour l'Arménie. Et par exemple, pour ce qui est de la Karabakh, je pense que l'Arménie avait intérêt à négocier depuis le début, à faire preuve de compromis, de concession, notamment par rapport au district qui avait été occupé. Mais une bonne partie de l'opposition venait aussi de l'Arménie, de la diaspora arménienne. Et de ce fait, je pense que quelque part, la diaspora arménienne a probablement une part de responsabilité aussi dans cette catastrophe qu'a vécue l'Arménie pendant 30 ans. Et, et parfois, j'ai le sentiment en fait que les Arméniens, ils sont aussi français, américains, allemands, ils payent de leur truc, et ils ont tendance à oublier que il faut aussi qu'ils laissent les Arméniens d'Arménie décider pour leurs propres intérêts. Un rappel, un contexte. Le grand drame aussi par rapport à ce conflit, c'est la nature totalitaire du régime azerbaïdjanais qui empêche l'expression d'une société civile azerbaïdjanaise en diaspora qui puisse dresser des ponts avec la diaspora arménienne qui veut dialoguer. Donc on cherche des partenaires. Déjà, elle est très faible et puis elle est aussi menacée. Vous avez des attentats, vous avez des opposants azerbaïdjanais en France persécutés. Dernièrement, à Metz, on a assassiné, les sbires de Bakou ont assassiné un opposant azerbaïdjanais. Donc c'est très compliqué déjà de trouver les Azerbaïdjanais qui veulent dialoguer avec les Arméniens, non pas parce qu'ils sont arménophobes, pas forcément, mais parce qu'ils ont peur pour leur famille. Donc ça, c'est un vrai sujet. Le deuxième problème, je rejoins Bayram dans sa critique. Pourquoi? Parce que le problème de la diaspora arménienne, c'est que c'est une diaspora qui vient de l'Empire ottoman. Les Arméniens ottomans. Donc, ils ne connaissent pas l'Arménie comme un État. Et pourquoi Ce sont des Anatoliens. C'est anatolien. Anatoliens. Alors, tu as la diaspora anatolienne qui construit son identité sur la mémoire traumatisante du génocide 1915, qui voit l'Arménie comme une patrie touristique, comme un lieu de mémoire, mais pas comme un État. Et ça, c'est là où le bas blesse, c'est qu'en 30 ans, la diaspora arménienne de France a mobilisé ses ressources dans la lutte contre le négationnisme du génocide de 1915, au lieu d'investir dans le développement de l'État arménien et dans la lutte contre la corruption de l'État arménien. Et ça, c'est fondamental. Je crois que la diaspora a une part de responsabilité aussi dans l'affaiblissement de l'Arménie, parce que là où elle pouvait jouer un rôle intéressant, je dirais, on veut investir, vraiment on veut investir pour que la jeunesse reste en Arménie et que le pays puisse prospérer, mais il y a trop de blocages de la part de cette culture post-soviétique, et la diaspora en soi est très, très fragmentée, très polarisée, il ne faut pas fantasmer, c'est pas du tout ce que pensent aussi les propagandistes pan-turquistes qui voient des espions arméniens à la Maison-Blanche, à l'Élysée. Mais ce qui est vrai, c'est que cette diaspora aujourd'hui, elle est très affaiblie par ce conflit parce qu'elle est polarisée entre, d'une part, les partisans de la politique de M. Pachinian, c'est-à-dire qu'ils ont compris que de toute façon, ce qui intéresse et sauver les murs, c'est l'État arménien, donc il faut normaliser. Tant pis pour les Arméniens du Haut-Karabakh, on a perdu, malheur aux vaincus.
Et donc, il faut la paix pour sauver cet État et le développer, un point de vue qui est audible. Et les tenants de ce qu'on appelle le combat pour la cause arménienne, donc qui estiment qu'une injustice s'est produite depuis 1915, que ce qui se passe au Haut-Karabakh s'inscrit dans la continuité d'un processus d'extermination de l'Arménie, des Arméniens, de leur patrimoine, et qu'il faut se battre pour les droits du peuple, du droit au retour des Arméniens du Haut-Karabakh, donc vision, je dirais, irrédentiste, et qui, pour lesquels les Arméniens, les élites arméniennes se divisent en deux, soit les traîtres, soit les patriotes. Vous comprendrez que je ne suis pas ni dans l'un ni dans l'autre. Hein, et que moi, ce qui m'intéresse, c'est que les Arméniens puissent gagner en maturité politique pour pouvoir opérer un véritable recette, un véritable saut psychologique et penser l'État arménien comme une réalité concrète et pas comme quelque chose d'abstrait, puisque l'Arménie, c'est un État qui essaie de se normaliser. Et il y a malheureusement, depuis la guerre, un fossé qui se creuse toujours plus entre le gouvernement arménien, qui veut prôner l'image, une représentation d'une Arménie nouvelle, d'une Arménie réelle, versus l'Arménie occidentale, l'Arménie fantasmée, la grande Arménie, qui est défendue par des militants arméniens qui se caractérisent aussi par une certaine irresponsabilité parce que leur action n'engage qu'eux, alors que quand vous êtes en Arménie, c'est autre chose. Lorsque vous agissez, c'est la vie de votre État que vous mettez en danger. D'où cette métaphore du funambule. Mais je reviens aussi à ce blocage important. Absence de dialogue constructif entre les oppositions, les sociétés civiles azerbaïdjanaises et arméniennes, et puis le dialogue arméno-turc aussi, qui malheureusement est en panne depuis le raidissement autoritaire du pouvoir d'Erdogan, puisque malheureusement les principaux partenaires de ce dialogue arméno-turc, ils sont soit en prison, soit en exil. Je pense à Osman Kavala, qui a fait beaucoup avec sa fondation Anadolu Culture pour rapprocher les Arméniens, les Kurdes, et pour réconcilier l'Anatolie, creuser de cette civilisation arménienne, grecque, kurde, assyro-chaldéenne, et en faire un véritable, je dirais une patrie aussi pour les Arméniens dont moi je fais partie. Toute ma famille vient d'Anatolie. Moi, je me sens plus à l'aise à Istanbul qu'à Erevan. Je suis désolé de froisser mes amis d'Arménie, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Donc, véritable blocage. Et aussi, je retiendrai malheureusement cette donnée que le fossé se creuse toujours davantage entre Erevan et sa diaspora. Et alors, justement, cette diaspora qui est divisée, est-ce que c'est pas alimenté aussi dans les pays où se trouvent les diasporas par des partis politiques, par des idéologues qui ne veulent voir et qui d'ailleurs, tu le disais toi-même, ont voulu transformer ce conflit en un conflit confessionnel alors qu'à la base, c'est pas ça. Il y a une absence d'agenda, une absence de vision. Et je crois aussi le fait que parfois, le soutien qu'on apporte à la diaspora arménienne, c'est pas forcément pour les besoins des Arméniens, mais aussi parce qu'on a des tensions avec la Turquie, par exemple. Et ça n'aurait pas service. La question arménienne en France a été l'apanage de la gauche jusque dans les années 2012, 13, 14. C'était le Parti communiste français, le Parti socialiste français qui, au nom de l'histoire, de l'amitié, du combat des socialistes arméniens avec les socialistes français à l'époque ottomane contre l'obscurantisme d'Abdulhamid, toute cette histoire, la résistance arménienne contre l'occupation allemande, Misak Manouchian, l'affiche rouge. Donc il y avait une fraternité de combat déjà entre les communistes et les socialistes. On fait beaucoup pour les Arméniens et puis progressivement, comme vous le dites, je vois très nettement la fracture à partir de l'épisode de Daesh en Irak, où la question arménienne est devenue bizarrement une question de chrétiens d'Orient. Alors qu'encore une fois, on parle d'un conflit, je dirais sécularisé, un conflit postcolonial. Donc les Arméniens ont été intégrés par la droite conservatrice et l'extrême droite dans la case chrétiens d'Orient. Donc on les réifie, on en fait une réserve indienne dans laquelle on va défendre les chrétiens d'Arménie et pas le droit à l'autodétermination d'un peuple qui demande à vivre en paix sur sa terre historique. Et ça, je trouve ça extrêmement pernicieux, parce que ça a été récupéré par des influenceurs, des intellectuels, je ne veux pas les nommer, mais vous voyez de quoi je veux parler. Et c'est dangereux parce que les Arméniens, je pense qu'ils valent plus que ça, c'est une cause universelle. Et puis encore une fois, la force des Arméniens, c'est que ce sont des médiateurs. Vous avez une société française qui est rattrapée par des crispations identitaires avec tous ces débats sur l'islamo-gauchisme, l'importation du conflit israélo-palestinien, la radicalisation. Les Arméniens, c'est tout le contraire. Eux, c'est des médiateurs. Ils ont une expérience avec le monde arabo-musulman. Ils ont une expérience avec le monde juif parce qu'ils peuvent comprendre ce que c'est que l'antisémitisme et justement le fait d'avoir subi un génocide, de vivre en diaspora. Ils sont des citoyens français extrêmement bien intégrés pour qui la devise de la République fait sens, vraiment. Donc, tout cela devrait les inviter à prendre davantage part et à participer activement dans la vie de la cité et surtout à créer des ponts
pour monter en maturité. Malheureusement, je ne vois pas d'agenda, je ne vois pas de vision de la part des décideurs ou des responsables visant à changer de paradigme. Encore une fois, l'affect, l'émotion, les égos l'emportent sur le collectif et sur une volonté je dirais, de mûrir le collectif. Un grand merci déjà à vous deux. Et alors justement, c'est le moment, c'est le temps de parole, de questions-réponses. Et déjà, en tout cas, un grand merci pour ces exposés et ce premier échange déjà avec vous deux, qui a permis de clarifier énormément de points. Monsieur. Bonsoir à vous, et merci pour ce brossage large de la situation dans le sud du Caucase. Vous voulez bien vous présenter rapidement? Enfin, non. Darius. Ben voilà, très bien. Simplement. Merci. Prénom. Merci. Du coup, ce que je voulais dire, bon, je suis venu un peu en retard, donc peut-être vous l'avez déjà rappelé, mais ce que veut dire Karabakh. Karabakh, c'est un terme turco-persan. Kara, ça veut dire noir, et bar, ça veut dire jardin en persan. Et du coup, bon, vous avez mentionné l'aspect révisionniste de l'Azerbaïdjan dans sa politique, qui nie aussi une partie de leur identité, puisque je doute qu'ils disent jusqu'en 1828, l'Azerbaïdjan était un territoire iranien. Et du coup, ma question vient par rapport au corridor de Zangezur. Et ce hub, vous avez parlé de ces fameuses routes énergétiques qui sont amenées à faire le transit entre l'Europe, la Turquie et l'Asie centrale. La situation est quand même assez... moi, je suis assez pessimiste. Enfin, tout ça me paraît extrêmement dangereux, puisque, vous l'avez mentionné, si le corridor est achevé, l'Iran risque de perdre sa frontière avec l'Arménie. Mais je doute qu'un pays de 90 millions d'habitants prenne le risque. Enfin, voilà. Je veux dire que Je me permets votre question, s'il vous plaît, parce que voilà. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Donc moi, je suis assez pessimiste et je pense qu'il va y avoir une augmentation des tensions entre l'Azerbaïdjan et la Turquie et l'Iran de l'autre côté. Et du coup, je voulais savoir vos impressions en fait sur comment ça va se passer par rapport à cette question. Parce que l'Iran ne tolérera pas que le corridor de Zangezur soit achevé d'une manière ou d'une autre. Vous avez mentionné le facteur israélien, le facteur américain. Mais tout ça me paraît extrêmement dangereux en fait pour le... Je ne suis pas iranologue, mais je me permets de rappeler deux éléments. Un élément historique. Lorsqu'en 1918, les Tatars du Caucase proclament la naissance de la République démocratique d'Azerbaïdjan, c'est très très mal vu en Iran, parce que c'est considéré comme une usurpation du nom Azerbaïdjan, qui est référence à cette province septentrionale de l'Iran, qui s'appelle l'Azerbaïdjan iranien. D'ailleurs, c'était beaucoup je dirais, dirigeants... C'est pays des gardiens du feu. Oui, Gardien du feu qui fait référence au zoroastrisme. Absolument. Donc c'est perçu comme une usurpation et beaucoup de mes interlocuteurs iraniens ne se gênent pas pour me le rappeler. Par exemple, je me permets, le Nezami Ganjavi que les Azéris célèbrent, n'écrivait pas en azéri, est-ce que je l'écris en persan? Mais en tout cas, il y a une forte immixtion entre les cultures d'Azerbaïdjan et les cultures iraniennes, et qui explique aussi l'insécurité culturelle de l'Azerbaïdjan. Une langue turque, un alphabet arabo-persan qui va devenir cyrillique, et plus tard latin en l'espace de 80 ans, c'est très peu, plus une appartenance au monde chiite, parce que c'est le deuxième pays chiite, avant Bahreïn, avant l'Irak, si je ne dis pas de bêtises. Et une culture aussi occidentale, comme l'a rappelé Bayram, une ouverture vers l'Occident. Donc tout cela revient aussi à l'arménophobie comme ciment de l'identité azerbaïdjanaise. Je hais les Arméniens, donc je suis azerbaïdjanais. Ça permet aussi de créer un sentiment je dirais, de solidarité, on va dire, trans-azerbaïdjanaise. Deuxième remarque, je crois que l'Iran est très fort pour faire des conflits de nature, je dirais, asymétrique. Mais je n'imagine pas l'Iran affronter l'Azerbaïdjan pour la simple raison qu'elle se retrouvera devant elle avec l'OTAN et la Turquie. La Turquie a un droit de regard sur le Nakhichevan, je l'ai rappelé, les accords de traité de Kars de 1921 est assez clair là-dessus, confirmé par le traité de Moscou la même année. Depuis quand l'Iran fait des guerres conventionnelles? Depuis l'Irak, depuis 1988, l'Iran ne fait plus de guerres conventionnelles. L'armée iranienne n'est pas engagée dans des confrontations de nature symétrique conventionnelle. L'Iran s'est manifesté
avec ses proxys dans le cadre de sa politique de dissuasion, parce qu'elle a été envahie plusieurs fois, hein, par l'Irak, elle est menacée par les alliés américains, le grand Satan, le petit Satan. Donc tout cela pose, je dirais, un certain doute sur la capacité de l'Iran à faire une dissuasion et surtout à s'engager dans un conflit, je dirais, aux conséquences fort improbables, parce qu'elle aura derrière elle non pas seulement l'Azerbaïdjan, mais aussi la Turquie et Israël. Israël, qui considère l'Azerbaïdjan comme un proxy. Hein, ils n'ont pas peur de lui. Par ailleurs, il me semble, à vérifier, mais il me semble que maintenant, pour pouvoir passer de l'Azerbaïdjan à la province de Nakhchivan, maintenant, il y a une Passe par route qui l'Iran. passe par Par l'Iran. l'Iran depuis toujours, enfin Et depuis voilà, 91. et là aussi, c'est un gain commercial pour l'Iran, Bien sûr. alors que ça aurait pu être quelque chose de bénéfique, y compris Mmh. et pour l'Arménie et pour l'Azerbaïdjan. Tout à Mais fait, malheureusement, ils n'ont pas réussi à se mettre tout à d'accord. fait. Y a-t-il une autre question dans la salle ou on passe peut-être à une question? Oui, on va alterner une question justement pour ceux qui sont en ligne. Alors, il y a une question qui a été posée en ligne, donc c'est sur un aspect, international. Donc, quel serait le rôle de la justice internationale, dans la résolution des différends? Comment la communauté internationale peut-elle encourager, le dialogue et éviter la reprise des hostilités? Et enfin, quel serait l'impact justement de cette médiation internationale, notamment avec la Russie, l'Union européenne et les États-Unis? Je t'en prie. Bon, j'ai parlé un petit peu du groupe de Minsk, l'incompatibilité de concilier deux principes antagonistes, hein, intégrité territoriale versus autodétermination. Mais il faut savoir que les deux pays, Azerbaïdjan et Arménie, ont déposé plusieurs recours à la CIG, la Cour internationale de justice, pour crimes de guerre, hein, pour les crimes de guerre perpétrés pendant la guerre de 2020. L'Azerbaïdjan a son dossier, l'Arménie a le sien. Mais je considère qu'il y a, encore une fois, un profond déséquilibre, parce que ce que demande l'Azerbaïdjan, ce qu'exige l'Azerbaïdjan à l'Arménie, c'est qu'il n'y aura pas d'accord de paix sans l'abandon de toute poursuite judiciaire. Et dernièrement, il y a quelques jours, hein, le représentant de l'Arménie donc à la Cour internationale de justice a démissionné sous la pression d'Erevan, parce que Erevan considère qu'il n'est pas en position de force je dirais, poursuivre l'Azerbaïdjan pour crime de guerre. Alors, vous avez un lobby pro-arménien en diaspora, notamment l'ancien premier procureur de la Cour pénale internationale de La Haye, hein, donc l'Argentin Moreno Ocampo, qui lui se positionne un petit peu comme figure de proue du combat du droit des Arméniens du Haut-Karabakh en arménien de l'Artsakh. Donc au retour, mais je ne vois pas, à ma connaissance, une volonté politique d'établir une véritable, je dirais, commission d'enquête sur ce qui s'est vraiment passé depuis 1991-12 même, parce que vous avez d'autres sujets. Les Azerbaïdjanais, par exemple, demandent à l'Arménie de réparer les crimes de guerre commis pendant la guerre de 92-94, notamment ce qu'ils ils appellent ça le génocide de Khojaly, enfin, des massacres avérés, en tout cas reconnus comme tels par des organisations internationales, que les Arméniens à leur tour nient, parce qu'ils réclament justice pour les autres Arméniens qui ont été massacrés en Azerbaïdjan pendant les pogroms de Kirovabat, de Bakou. Donc vous voyez, il manque des mécanismes internationaux de commission pour établir la vérité sur ces événements antécédents et surtout de rétablir la confiance et d'écrire une véritable histoire commune de ces deux peuples qui subissent effectivement une tragédie depuis 1980. Donc, question Oui, synthétique. oui, exact. Merci. Dans cette période, justement, le droit international est de plus en plus négligé, bafoué, vous l'avez mentionné, avec des puissances mondiales qui maintenant ne font plus aucune considération des frontières, de l'inviolabilité des frontières, de l'intégrité territoriale. Voilà, qui nous dit que l'Azerbaïdjan, bien que Kiev soit quand même soit pas stupide à ce point et soit plutôt pragmatique, qui nous dit que l'Azerbaïdjan va pas s'en prendre au unique la prochaine étape. Voilà, je voulais avoir Bah, moi, ce votre que je ressenti regarde, là-dessus. non, moi, je regarde surtout qu'il n'a pas intérêt à la paix. Il n'a aucun intérêt à signer une paix des braves, parce que le contexte est lui trop favorable. Et encore une fois, le pouvoir d'Aliyev n'est pas si solide que ça. En fait, il y a une véritable raidissement autoritaire qu'on enregistre en Azerbaïdjan depuis 2020. En termes de, si vous voyez un peu les scores, je dirais, de démocratie, enfin, Human Rights Watch, RSF, ils sont approximatifs. Enfin, en tout cas, ils frôlent ceux de la Corée du Nord. Donc, il y a un véritable, je dirais, un blackout total sur les libertés publiques. Et encore une fois, c'est le maintien d'un bellicisme contre l'Arménie et les Arméniens qui permet d'asseoir sa légitimité qui est fragilisée par des vrais problèmes, des problèmes, je veux dire, sociaux.
l'Azerbaïdjan est un pays très inégalitaire, enfin, Bayram peut le dire mieux que moi, mais c'est un pays riche, mais la population, la classe moyenne azerbaïdjanaise est à peu près équivalente de la classe moyenne arménienne, alors que l'Arménie est un pays beaucoup plus pauvre, qui n'a pas les mêmes ressources. Donc, entretenir un climat belliqueux et surtout appeler à la guerre contre l'Arménie, ça sert son marché, son audience intérieure. Révisionniste, alors voilà, vous avez ici une carte de comment l'Azerbaïdjan considère l'Arménie comme un pays, je veux dire, qui n'a pas le droit d'exister, puisque ils ont rebaptisé toutes les provinces arméniennes avec des noms azerbaïdjanais. Le lac Sevan devient Gökçe, le Zangezur est historiquement azerbaïdjanais. Donc, il y a une volonté révisionniste aussi qui s'appuie sur l'invention, sur la réécriture de l'histoire des Arméniens du Haut-Karabakh qui n'ont aucune légitimité sur ces terres, car d'un point de vue azerbaïdjanais, et ça c'est l'historiographie soviétique, ça remonte aux années 60, ils réclament, enfin en tout cas, ils disent que les Arméniens ne sont pas arméniens, mais descendraient en fait d'une communauté chrétienne qui s'est évanouie au 8e siècle, qu'on appelle les Albanais du Caucase. Donc les Albanais du Caucase, eux, ils étaient plus hauts, ils étaient un peu plus au nord du Haut-Karabakh, mais le but aujourd'hui de l'Azerbaïdjan, c'est de défigurer tout caractère arménien des églises arméniennes, de les rebaptiser albanaises du Caucase. Ils ont créé de toutes pièces une communauté albanienne du Caucase en Azerbaïdjan sur la base de quelques centaines de chrétiens autochtones qu'on appelle les Oudis, qui effectivement descendent de ces Albanais du Caucase, mais qui avaient été arménisés au Moyen-Âge. Et puis avec l'indépendance d'Azerbaïdjan, ceux qui sont restés en Azerbaïdjan ont coupé tous les liens avec le monde arménien. Donc, je dirais, l'Azerbaïdjan a fait beaucoup aussi du côté de l'UNESCO, parce que grâce à la diplomatie du caviar, on n'en a pas parlé, mais grâce à ces leviers importants, ils réussissent à acheter de l'influence et à permettre non pas que le discours révisionniste l'emporte, mais que le discours arménien soit dilué dans ce qui pourrait être considéré comme une version arménienne de l'histoire face à une version azerbaïdjanaise de l'histoire. Alors, une nouvelle question. L'Arménie n'est-elle pas la cible des régimes totalitaires en raison de son choix en faveur de la démocratie? Aliyev et Poutine ne craignent-ils pas la démocratisation du Caucase? Et finalement, Aliyev n'appuie-t-il pas son discours anti-arménien pour masquer la réalité politique à son propre peuple? Voilà. Alors, moi, je n'ai pas de réponse à ça. Effectivement, si on compare les deux, des deux pays, alors certes, le régime est beaucoup plus autoritaire en Azerbaïdjan qu'en Arménie, mais je pense que le conflit reste quand même avant tout identitaire, territorial. En plus, après, c'est un long débat, j'ai pas envie de rentrer dans une nouvelle conférence. Ce sera probablement un autre sujet, une autre conférence plus tard sur la nature des régimes dans ces pays de l'ex-URSS. Mais effectivement, il y a en Arménie, comme d'autres pays de l'ex-URSS, il y a une révolution de couleur, comme en Géorgie, comme en Ukraine, comme en Kyrgyzstan. Mais il y a d'autres pays où cette révolution de couleur n'a pas eu lieu, ni en Azerbaïdjan, ni en Ouzbékistan, ni au Kazakhstan, ni au Turkménistan. Alors, il y a Eric Garcia qui écrit qu'il est actuellement en Arménie dans le cadre de ses études et qu'il voit une résignation et une volonté de paix chez les Arméniens, mais aussi beaucoup de questionnements, voir s'il est possible de faire confiance à un pays qui nie le génocide arménien. Non, enfin, je veux dire, le problème qui se pose encore une fois, c'est que la confiance ne va pas être établie en une génération. Il faudra des générations pour que se rétablisse. Nous avons dans le Caucase beaucoup de chauvinisme, hein, certainement, mais le principal obstacle à un rapprochement entre les peuples, encore une fois, je suis désolé de revenir dessus, c'est l'autoritarisme azerbaïdjan qui empêche, qui étouffe toute expression de la société civile azerbaïdjanaise qui, elle aussi, aspire à vivre en paix. Et si vous regardez la frontière, enfin, si vous regardez les pays du Caucase, vous observerez une complémentarité parfaite entre la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Je veux dire, il y a une parfaite complémentarité en termes de connaissances, d'économie. L'Arménie est un pays qui a réussi à s'intégrer dans la carte du high-tech, hein, du numérique et de la haute valeur ajoutée. C'est un petit marché qui essaye tant bien que mal de se développer malgré son enclavement. Donc la paix ne reviendra que quand ils auront compris qu'ils sont interdépendants. Et pour l'instant, vous avez donc je dirais, cet irrédentisme panturquiste qui, du côté turc, je dirais, est moins fort en Azerbaïdjan et qui est en fait à la hauteur de l'insécurité culturelle que vit l'Azerbaïdjan par rapport à sa propre identité. Une fois qu'on se sera débarrassé des Aliyev, peut-être qu'il y aura une nouvelle génération. Mais le problème, c'est que depuis 2002-2003, ils sont élevés dans le terreau de la haine. Si vous regardez les manuels scolaires azerbaïdjanais, on ne peut pas les comparer aux manuels scolaires arméniens. Les manuels scolaires arméniens, eux, se basent
sur un certain chauvinisme, on est le premier pays chrétien, etc. Mais il n'y a pas de déshumanisation de l'adversaire. Il y a un nationalisme victimaire, alors que l'Azerbaïdjan construit son récit sur la haine de l'Arménien. Regardez les manuels scolaires azerbaïdjanais, comparez-les avec les manuels scolaires allemands des années 30. Les Arméniens sont des rats, sont des déchets, sont des cafards, il faut les tuer. Dire, quand vous grandissez biberonné à la haine des Arméniens, ne vous étonnez pas que vous avez ce genre de comportement comme celle de cette auditrice de l'IRIMO qui me prend pour un dangereux représentant du lobby arménien et qui s'insurge que elle a pas de jeu, passe honte à sa race, entre guillemets. Elle n'est pas auditrice de l'IREMO. Voilà, enfin, Elle est spectatrice, mais Spectatrice. pas de l'IREMO. voilà, tant mieux. Une autre question? Alors, la dernière question qui dernière. est posée, quelles solutions durables peuvent être envisagées pour garantir une coexistence pacifique entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, comme des signatures de traités ou des accords? Mais il faudrait que le traité de paix puisse être discuté, signé, approuvé par les deux parties, qu'il y ait un traité de paix équitable et qui respecte l'intégrité territoriale des deux pays et qui soit favorable et à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan. Mais pour l'instant, je pense qu'il Des lois. est On est encore très loin. difficile de se mettre d'accord sur le contenu de ce traité. Apparemment, il est prêt, mais il n'est pas encore Enfin, Pachinian a déclaré signé. tout à l'heure qu'il était prêt à le signer. Ça veut dire En qu'il l'état. En l'état, en l'état. Ok. C'est-à-dire que abandon du Haut-Karabakh arménien, abandon de toute poursuite judiciaire contre l'Azerbaïdjan pour les crimes commis, proposition de réformer la constitution de la République d'Arménie pour supprimer toute allusion au génocide au Mais Karabakh. est-ce que ça va passer devant lui? L'Arménie va traverser une nouvelle crise. Donc, Je ça veut dire dirais. qu'il Il y y aura aura un un référendum, c'est un long processus, mais c'est pour montrer à quel point l'Arménie est prête à aller jusqu'au bout, je dirais, de boire le calice jusqu'à la lie. Et puis, revenons aussi sur la version accusatoire, c'est important, on en parle beaucoup aujourd'hui. Les Azerbaïdjanais accusent continuellement l'Arménie de préparer une nouvelle guerre, et tous les jours, l'Azerbaïdjan parle de violation du cessez-le-feu de la partie arménienne, ce à quoi l'Arménie répond: mais nous voulons instaurer un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu. Nous voulons le faire, nous sommes prêts à le faire. L'Azerbaïdjan refuse ce mécanisme de surveillance du cessez-le-feu. Et donc, après, on s'étonne forcément que M. Aliyev n'ait pas de bonne foi quand il dit qu'il veut la paix, mais qu'en même temps, il fait zéro confiance à l'Arménie parce qu'il a bien compris que c'est sa propre légitimité qui est en jeu s'il signe la paix avec l'Arménie. Ça peut rappeler certaines choses ailleurs. C'est bon? Bon, la dernière. La Une terre des terres. très dernière question. Alors, c'est une question pour Monsieur Bayram. L'Azerbaïdjan a-t-elle un impact sur le déni du génocide arménien de 1915? Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est par rapport à la question du génocide arménien. Euh, D'abord, je dirais que l'Azerbaïdjan est indépendant depuis 30 ans. Avant ça, déjà, en Turquie, il y avait un blocage là-dessus. Mais sur cette question de la reconnaissance du génocide en Turquie, par le génocide en Turquie, là aussi, je pense qu'il faut voir que depuis 30 ans, il y a eu quelques progrès. En tout cas, au niveau de la société civile, il y a un véritable travail qui est fait. Même si ce n'est pas permis chaque année le 24, il y a quand même des manifestations, une expression d'une certaine partie de la population en Turquie par rapport à cette question. Et aussi en 2013, il me semble que là aussi, je vais encore dire quelque chose de pas très sympathique par rapport vis-à-vis de la diaspora arménienne, c'est qu'en fait, en 2013, Erdogan a fait un pas incroyable et qui passait un peu inaperçu, malheureusement. C'est-à-dire qu'en fait, il a, sans prononcer le mot de génocide, il a présenté ses condoléances. Catastrophe. Oui. Pour les descendants, je présente mes condoléances pour les victimes de la tragédie de 1915. Il n'a pas prononcé ce mot de génocide, mais c'était quand même une avancée considérable. Mais malheureusement, on a mis la pression pour qu'il y ait encore plus. Et 2 ans après, c'était le centenaire, avec des mobilisations partout, aux États-Unis, en France, partout dans le monde, pour souligner encore le côté barbare des Turcs, génocide, etc. Je pense que cette façon de faire n'arrange pas. Au contraire, je trouve que c'est un travail qui n'est pas aussi facile que ça, qui est douloureux, mais avec le temps, et surtout laisser ça entre Turcs et Arméniens, et c'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est aussi Ramdin qui disait Oui. c'est une affaire entre Turcs et Tout à fait. Arméniens, laissez-les entre eux débattre de tout cela. Et tout ça pour dire que ce n'est pas à cause de l'Azerbaïdjan, c'est plutôt en Turquie qu'il y a des blocages. Mais je pense qu'à l'avenir, je suis plutôt assez optimiste pour qu'il y ait encore un travail sur la société civile qui se fait. Et je pense que ça va aboutir à quelque chose. Très bien. Mais un grand merci encore une fois à vous deux.